Ils l'avaient prévenu. Toutes les âmes du village de Nettlefold l'avaient mise en garde, du vicaire à la femme qui vendait des œufs près du cimetière. Elle ne devait jamais mettre les pieds sur les terres du duc d'Ashcombe. Beatrix Hartley entendit à nouveau cet avertissement dans sa propre tête. Au moment où elle posa sa botte sur le barreau supérieur de l'échalier et bascula de l'autre côté. La matinée était déjà chaude. La prairie interdite, au-delà du mur, s'étendait, dorée et verte, sous un soleil de juillet. Elle bourdonnait d'abeilles. Et quelque part, poussait la seule fleur pour laquelle elle avait traversé 1 kilomètre de haie. Sa boîte à croquis heurta sa hanche lorsqu'elle atterrit de l'autre côté. Elle appuya la main sur le couvercle pour la faire taire, comme si la boîte elle-même pouvait la trahir. Elle resta un instant dans les herbes hautes, le cœur battant à tout rompre sous son corset. « Tu entres sans permission, Béatrix », se dit-elle à voix basse, en imitant assez bien la voix de sa tante. « Tu entres sans permission sur les terres d'un duc, et tu vas te faire arrêter pour ça. Et personne n'épousera une femme qui a été arrêtée pour violation de propriété. » Puis elle sourit, car elle n'avait aucune intention d'épouser qui que ce soit, et s'enfonça dans l'herbe. La prairie sentait le trèfle chaud et le thym écrasé, là où le traînait son ourlet. Des sauterelles s'envolaient de ses bottes dans de petits cliquetis secs. Elle était venue pour l'Héléborine des marais, une orchidée verte et rose. C'est ce que le vieux jardinier du presbytère jurait. Elle ne poussait que dans le creux humide, au bas de la prairie ouest du Duc, là où une source jaillissait, froide, de la craie. Béatrix avait dessiné toutes les fleurs sauvages de 3 paroisses. Elle en avait rempli 4 boîtes, pressées et étiquetées de sa petite écriture précise. Chacune était nommée 2 fois. Une fois dans l'anglais courant qu'utilisaient ses voisins, et une fois dans le latin qu'elle avait appris seule, dans un volume emprunté qu'elle n'était pas censée avoir lu. Le Héléborine, elle ne l'avait jamais dessiné, car le seul endroit où elle poussait était le seul endroit où il lui était interdit d'aller. Ce qui, dit-elle à voix haute à une abeille qui passait, est une piètre raison de ne pas dessiner une fleur. Elle trouva le creux par sa fraîcheur avant de le voir. Une baisse de température dans l'air, un souffle vert montant du sol humide. L'herbe sous ses pieds passa du doré sec à un émeraude profond et spongieux. Et là, à l'ombre d'un unique aulne penché, se trouvaient les orchidées. Une douzaine d'entre elles, de fines tiges ornées de fleurs de la couleur exacte de l'intérieur d'un coquillage. Chaque pétale était veiné en rangée, chacune hochant légèrement la tête, bien qu'il n'y eût pas de vent. Béatrix retint sa respiration, l'espace de 3 battements de cœur. « Oh » dit-elle, « oh, vous valez bien la pendaison. » Elle s'agenouilla. L'humidité traversa aussitôt les genoux de sa mousseline, froide et saisissante, mais elle s'en moquait. Elle ouvrit brusquement le couvercle de sa boîte, sortit son crayon et une feuille blanche. Elle posa la pointe sur le papier avec des mains devenues parfaitement stables. C'était toujours ainsi, dès qu'il y avait quelque chose devant elle qui valait la peine d'être dessiné. Le village, les avertissements, le duc et sa tante, tout disparut. Il n'y avait plus que la courbe de la tige, l'inclinaison de la fleur la plus basse, l'odeur verte et froide de la source, et le crissement du graphite sur le papier. Elle ne sut pas combien de temps elle resta agenouillée là. Assez longtemps pour que le soleil monte et que l'ombre de l'aulne quitte ses épaules. Assez longtemps pour qu'elle ait pris une deuxième feuille et commencé à tracer très légèrement les veines d'un unique pétale, la langue prise entre ses dents en signe de concentration. Assez longtemps pour ne pas entendre le cheval avant qu'il ne soit presque sur elle. Le son arriva d'un coup, le bruit sourd des sabots sur l'herbe, tout près. Le grincement du cuir, et une voix au-dessus d'elle, basse, égale, et absolument pas pressée. « Vous êtes consciente, dit la voix, que vous êtes agenouillée au milieu de la prairie du duc d'Ashcombe. » Le crayon de Béatrix dérapa. Une ligne grise traversa le visage de l'orchidée et la gâcha. Elle leva les yeux. Le soleil était derrière lui, si bien que pendant un instant, il n'était qu'une silhouette sur un grand cheval gris. Large d'épaules, le dos droit, un manteau sombre et un chapeau plus sombre encore. Et sous le chapeau, une mâchoire qu'elle ne pouvait distinguer à cause de l'éblouissement. Le cheval secoua la tête et bougea. La lumière changea, et elle le vit correctement. Un jeune homme, pas plus de 27 ans, avec un visage qui aurait été qualifié de beau n'importe où en Angleterre, et de sévère partout. Des yeux gris de la couleur de la source de craie elle-même. Une bouche dessinant une ligne qui lui avait clairement coûté un effort de maintenir droite. Il n'était pas enivré.
Son manteau était de bonne qualité, mais simple. Le manteau d'un homme qui travaillait en extérieur et ne se souciait pas d'être admiré pour cela. Un intendant, décida-t-elle aussitôt, ou un bailli, ou un de ces régisseurs arrogants qui comptaient les lapins d'un duc et poursuivaient ses braconniers et se croyait aussi important que le duc lui-même. Elle releva le menton. « Je suis consciente, dit-elle, que je suis agenouillée au milieu du plus beau parterre d'éléborine des marais que j'ai vu de ma vie, et que quiconque possède cette prairie n'a absolument rien fait pour la mériter. » Quelque chose bougea au coin de sa bouche et fut réprimé. « Le duc, dit-il, n'a pas pour habitude de cultiver les mauvaises herbes pour le plaisir des artistes de passage. Ce ne sont pas des mauvaises herbes. » Elle se rassit sur ses talons, la feuille gâchée oubliée, et entendit sa propre voix monter dans un registre que sa tante désapprouvait au plus haut point. Ce sont des Epipactis palustris, et elles sont plus rares dans ce comté qu'un magistrat honnête. Elles ne poussent qu'à 3 endroits précis, à une journée de marche d'ici. Et 2 de ces endroits ont été drainés pour le pâturage par des hommes incapables de distinguer une orchidée d'un oignon. Voici le 3e. Et un homme à cheval est venu me dire que je ne peux pas la regarder. Un homme à cheval, acquiesça-t-il gravement, est venu vous dire que vous violez une propriété, et que les gardes du duc arrêtent les intrus, et qu'une jeune femme trouvée seule sur ses terres sans autorisation ferait bien de ramasser sa boîte et de rentrer chez elle avant d'être vue par quelqu'un de moins patient que moi. Alors vous feriez mieux de m'arrêter. Elle se tourna vers sa boîte et, avec une grande délibération, sortit une nouvelle feuille. Il me reste 3 orchidées à dessiner, et je ne partirai pas avant de les avoir dessinées. Vous pouvez regarder si cela améliore votre matinée. Vous pouvez aller chercher vos gardes si cela améliore votre position auprès du duc. Mais j'ai marché 1 kilomètre à travers les orties pour cette fleur, et j'ai bien l'intention de la voir. Et ni vous ni votre maître ne me ferez bouger avant que j'aie terminé. » Il y eut un silence. Un courlis cria quelque part en bas de la prairie, un cri long et descendant. Le cheval gris bruta une bouchée d'herbe. « Mon maître, dit l'homme enfin, d'une voix étrange et prudente. Celui qui vous paie. » Béatrix ne leva pas les yeux. Son crayon bougeait à nouveau, rapide et sûr. Le duc d'Ashcam, qui possède une prairie où il ne se promène jamais, et une fleur dont il ignore l'existence. Vient-il seulement ici? Au village, on dit que non. On dit qu'il a fermé la grande maison il y a 2 étés et qu'on l'a à peine vu depuis, et que les terres sont gérées par des régisseurs qui ne se soucient que des loyers. Elle entendit l'amertume se glisser dans sa propre voix et ne la retint pas. On dit beaucoup de choses sur le duc d'Ashcam. Aucune n'est aimable. L'homme descendit de cheval. Il le fit sans hâte, se laissant glisser et passant la reine sur son bras. Puis il traversa l'herbe humide vers elle et se tint là, regardant non pas elle, mais les orchidées. Tout le parterre penchait et hochant la tête dans l'ombre verte, avec une expression qu'elle ne put nommer. De près, il était plus grand qu'elle ne l'avait pensé, et il y avait une lassitude dans ses yeux qui ne correspondait pas au reste de sa personne, comme si une partie de lui était restée éveillée pendant très longtemps. « Que dit-on » demanda-t-il doucement. « Au village, à propos du duc. Béatrix aurait dû se méfier de ce calme. Elle ne le fit pas. « Qu'il est orgueilleux » dit-elle en traçant une ligne. « Qu'il se soucie plus d'un mur de clôture que des gens qui vivent le long de celui-ci. Que lorsque le bail des Hartley est arrivé à renouvellement à la fête de l'Annonciation, c'est son régisseur qui a doublé le loyer d'un cottage que mon grand-père a construit de ses propres mains. Et c'est son régisseur qui a dit que si les conditions ne nous convenaient pas, nous pouvions présenter nos objections au duc lui-même. Sachant pertinemment que le duc ne nous recevrait pas. Il n'a vu aucun locataire depuis qu'il a hérité du titre. Et il se cache dans la grande maison où il s'est réfugié, pendant que les hommes qui ne peuvent pas payer sont jetés à la rue. » Son crayon appuya si fort qu'il faillit déchirer la feuille. Voilà ce qu'on dit du duc d'Ashcam. Maintenant, vous pouvez me dire que j'ai tort, et je serai très heureuse de l'entendre, car c'est une bien triste chose de haïr un homme qu'on n'a jamais rencontré. L'homme était devenu très immobile. « Les Hartley, dit-il. De Nettlefold. » Oui, elle leva les yeux, et quelque chose dans son visage fit enfin s'arrêter son crayon. « Alors, vous êtes mademoiselle Hartley, Beatrix Hartley. » Elle le dit simplement, comme elle disait tout. Et je ne vois pas en quoi cela concerne un régisseur. Il resta silencieux si longtemps que le courlis cria 2 fois de plus. Quand il parla à nouveau, sa voix avait changé. Elle avait perdu son ton sec et amusé, et était devenue plus plate, plus lointaine. « Je ne suis pas un régisseur, dit-il.
Mon nom est Ashcombe. Ceci est ma prairie, Mademoiselle Hartley. Et je n'ai jamais de ma vie entendu parler de votre cottage, de votre bail, ou du mur de votre grand-père. Ce qui, je commence à le penser, est une accusation plus grave contre moi que toutes celles que vous avez formulées jusqu'à présent. La main de Béatrix s'ouvrit. Le crayon tomba dans l'herbe humide. Pendant un long moment assourdissant, son esprit ne parvint pas à s'adapter à la situation. Cet homme au manteau simple sur son cheval gris fatigué, cet étranger à qui elle faisait la leçon depuis un quart d'heure sur les crimes du duc d'Ashcombe, était le duc d'Ashcombe. Elle entendit sa propre voix rejouer chaque mot. Elle sentit la chaleur lui monter à la gorge et inonder son visage jusqu'à la racine de ses cheveux. Et puis, parce qu'elle était Beatrix Hartley, et parce que la retraite ne lui était jamais apparue comme une option valable, elle se pencha, ramassa son crayon dans l'herbe, essuya la pointe sur sa jupe abîmée et le reposa sur le papier. « Eh bien, dit-elle. Sa voix n'était pas tout à fait stable, et elle détesta cela. Alors votre grâce peut me faire arrêter lui-même et épargner la marche à ses gardes. Mais je vous dirai en face ce que j'ai dit dans votre dos, puisque vous ne semblez jamais l'avoir entendu, et il serait dommage de gâcher l'occasion. Vous avez doublé le loyer de gens qui ont nourri la maisonnée de votre père pendant 40 ans. Vous n'avez répondu à aucune des lettres que ma tante a écrites à votre régisseur depuis la Chandeleur. Et vous possédez la plus belle chose de ce comté, et vous ne saviez pas qu'elle était là. » Elle releva le menton et croisa les yeux gris-craies sans ciller. Bien que son cœur battît si fort, pensa-t-elle, qu'il devait sûrement le voir. « Maintenant, allez-vous envoyer chercher vos gardes, ou allez-vous me laisser finir mon dessin ?» Le duc d'Ashcombe la regarda un long moment. Le cheval gris souffla et mordit à sa manche. Il posa une main sur son museau sans sembler s'en rendre compte. Un geste si machinal, si doux, qu'il ne correspondait pas du tout à l'homme que le village avait construit pour elle à partir de rumeurs et de griefs. « Finissez votre dessin, dit-il. » Il se tourna et s'éloigna un peu, jusqu'au bord de la source. Il se tint le dos tourné, la main sur l'encolure du cheval, regardant l'eau froide, comme si elle pouvait lui dire quelque chose qu'il avait oublié comment demander. Béatrix fixa l'endroit où il s'était tenu. Puis, lentement, elle pencha la tête et dessina. Bien que pour la première fois de sa vie, la fleur ne tenait pas en place dans son regard. Les lignes sortaient de travers, et elle dut recommencer 2 fois, car sa main, si stable un instant auparavant, s'était mise à trembler sans sa permission. Elle le voyait du coin de l'œil tout le temps. Il ne bougeait pas, il ne parlait pas. Il se tenait au bord de la source de craie dans son manteau simple et de bonne qualité. Un duc qui s'était fait traiter de scélérat en face, dans sa propre prairie, et il la laissait rester. Cela n'avait aucun sens. Tout ce qu'elle savait de l'homme disait qu'il aurait dû appeler ses gardes, ou s'en aller, froidement offensé, ou au moins se défendre. Il n'avait rien fait de tout cela. Il avait dit « Finissez votre dessin », et il était allé se tenir près de l'eau. Et il y avait quelque chose dans la posture de ses épaules, elle n'aurait su dire quoi, qui lui donnait une envie absurde de s'excuser, et la rendait furieuse de le vouloir. Elle termina les 3 orchidées. Cela lui prit la meilleure partie d'1 heure. Aucun d'eux ne dit un mot pendant tout ce temps. Et le silence entre eux cessa d'être hostile. Il devint, d'une manière ou d'une autre, sans qu'elle ait jamais décidé de le permettre, un silence complice. 2 étrangers dans un creux verdoyant, avec une source froide jaillissant et les abeilles butinant le trèfle au-dessus d'eux. Chacun à sa manière, se cachant. Quand elle eut terminé, elle ferma la boîte et se releva. Ses genoux étaient trempés et tachés de verre. Et elle s'en moquait éperdument. « Votre grâce. » Elle lui fit une révérence qui était, elle en était consciente, un peu trop brève pour être entièrement respectueuse. « J'ai terminé. Je ne dérangerai plus votre prairie. » Il se détourna de l'eau en pleine lumière. Son visage était plus jeune qu'elle ne l'avait pensé, et plus fatigué. Et il y avait quelque chose qui travaillait derrière ses yeux gris qu'elle ne pouvait pas du tout déchiffrer. « Mademoiselle Hartley. » Il inclina la tête. Vous avez dit que votre tante a écrit à mon régisseur depuis la Chandeleur. 6 fois. La vieille colère revint, la stabilisant. Elle n'a eu aucune réponse à aucune d'entre elles. Quel est le nom du régisseur? Béatrix fronça les sourcils. Il devait sûrement connaître le nom de son propre régisseur. Monsieur Puit. Il a son bureau au-dessus des marchands de laine à Malbury. Quelque chose traversa le visage du duc. Rapide, froid, et puis disparut. Il ne l'expliqua pas. « Rentrez chez vous par le chemin que vous avez pris, dit-il. Par l'échalier,
Pas par le portail. Le portail est surveillé. Ne laissez pas mes gardes vous voir. Et ne traversez plus mes terres, mademoiselle Hartley. Non pas parce que je vous arrêterai, mais parce qu'il n'est pas sûr pour une jeune femme d'être trouvée seule ici. Et je ne voudrais pas avoir cela sur ma conscience, en plus de tout ce que vous avez si bienveillamment déposé là ce matin. Cela aurait dû être un renvoi. Mais d'une manière ou d'une autre, ça n'en avait pas l'air. « Et les orchidées ?» demanda-t-elle. Il regarda à nouveau le parterre penché dans l'ombre. Les fleurs aux pétales roses, hochant la tête, impossible. Et pendant un instant, la bouche sévère s'adoucit en quelque chose qui était presque, mais pas tout à fait, un sourire. « Elles peuvent rester, dit-il, puisqu'elles étaient là avant nous deux, et qu'elles seront là après. Bonjour, mademoiselle Hartley. » Il monta sur le cheval gris d'un mouvement net, rassembla les rênes et s'éloigna en remontant la longue pente dorée de la prairie sans jamais se retourner. Et Beatrix Hartley resta dans l'herbe humide, sa boîte sous le bras, et son cœur dans un état qu'elle ne pouvait commencer à expliquer. Elle le regarda partir jusqu'à ce que la brume d'été l'engloutisse, et pensa « Je me suis ridiculisée, et je ne pense pas que ce soit fini. » Elle avait plus raison qu'elle ne le savait. Elle rentra par l'échalier comme il le lui avait dit. Elle escalada le mur de clôture pour quitter les terres du duc et retourner dans son propre monde ordinaire de haies, de chemins de charrette et du lointain clocher gris de l'église de Nettlefold. Le soleil était haut maintenant, et la route soulevait sa poussière en une fine poudre chaude qui lui prenait à la gorge. Tout le long du kilomètre de retour, elle argumenta avec elle-même, et perdit. Sa tante était dans le jardin du cottage quand elle passa le portail. Elle avait les bras jusqu'au coude dans une bassine de petits pois écossais. Un large chapeau de paille était enfoncé sur ses boucles grises pour la protéger de l'éblouissement. Mademoiselle Prudence Hartley jeta un regard aux jupes trempées et tachées d'herbe de sa nièce et posa la bassine. « Vous avez été sur les terres du duc, dit-elle. Ce n'était pas une question. Beatrix Anne Hartley, vous avez franchi ce mur pour vos mauvaises herbes, et vous sentez la source de craie. Et ne prenez pas la peine de le nier, car je vous connais depuis 26 ans, et vous n'êtes jamais rentré propre après avoir fait ce qu'on vous disait. J'ai été sur les terres du duc, acquiesça Béatrix. Elle s'assit assez brusquement sur le banc du jardin. Et j'ai rencontré le duc. Les petits pois se répandirent partout. Sa tante ne leur jeta même pas un regard. Vraiment, Béatrix. Prudence s'assit à côté d'elle avec un bruit sourd. Racontez-moi tout de suite, tout. Qu'a-t-il dit? A-t-il pris votre nom? Ses gardes vous ont-ils vu? Oh, mon enfant, s'il nous poursuit en justice, nous ne pouvons pas nous le permettre. Avec le loyer actuel, nous ne pouvons même pas nous permettre une simple assignation. Il ne va pas nous poursuivre. Beatrix entendit à quel point ces mots étaient étranges, même en les prononçant. Il m'a laissé finir mon dessin. Il est resté près de la source, toute l'heure, et m'a laissé dessiner. Et puis il m'a dit de rentrer par l'échalier pour que les gardes ne m'attrapent pas. Et ma tante, il ne savait pas. Il ne savait rien de nous, du bail, du fait que Puig doublait le loyer et ne répondait jamais à vos lettres. Il n'en avait jamais entendu parler. Il avait l'air... Elle s'arrêta, cherchant ses mots. Il avait l'air comme si ça l'avait frappé. Comme si je lui avais dit quelque chose sur sa propre maison qu'il ignorait et ne pouvait supporter. Prudence Hartley resta silencieuse un moment. C'était une femme avisée qui avait maintenu un toit sur leurs deux têtes pendant 11 ans avec très peu de moyens. Et elle ne croyait pas au duc à la conscience tendre. « Oh, dit-elle doucement, c'est un homme malin qui a vu une jolie fille dans sa prairie et a pensé qu'un mot doux la renverrait chez elle tranquillement, sans lui causer de problème. Béatrix, ma chère, les hommes de ce rang ne restent pas dans l'herbe humide à se faire sermonner par des nièces de vicaires parce que leur cœur est ému. Ils le font parce que cela ne leur coûte rien et que ça leur permet d'obtenir ce qu'ils veulent. Ce qui, dans ce cas, était que vous partiez avant d'être vus et que la famille ne soit pas mise dans l'embarras. Elle prit la main tachée de sa nièce et la serra. Quoi qu'il vous ait dit dans cette prairie, oubliez-le. Il est le duc d'Ashcombe. Nous sommes les gens qui l'expulsent de ces terres. Il n'existe aucune version de ce monde où ces deux faits s'assoient pour prendre le thé ensemble. Et plus tôt vous vous mettrez ça en tête, moins ça fera mal quand l'assignation arrivera. Béatrix regarda le visage aimable, fatigué et hâlé de sa tante. Elle pensa à la main du duc, se posant machinalement sur le museau du cheval gris, et à la façon dont il avait dit « Monsieur Puig », froidement et rapidement, comme un homme qui vient de découvrir une pierre dans sa propre botte. «
Oui, ma tante, dit-elle. Elle n'en croyait pas un mot. C'était bien là le problème. Elle était assise dans le jardin de Juillet, avec les petits pois écossais roulant dans la poussière à ses pieds. Et elle retournait la matinée encore et encore dans son esprit. Et chaque fois qu'elle la retournait, elle était plus certaine, follement, dangereusement certaine, que quelque chose s'était passé dans ce creux verdoyant. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait voulu et qui ne pouvait maintenant être défait, aussi sensé que puisse être sa tante. C'est 3 jours plus tard que la lettre arriva. Elle n'arriva pas par le transporteur, comme les lettres à Nettlefold, mais par un homme à cheval en livrée sombre. La livrée d'Ashcombe, le lévrier d'argent sur la manche. Il remonta le chemin de charrette dans la fraîcheur du soir et demanda, très poliment, « Mademoiselle Hartley ». Pas l'aînée des demoiselles Hartley, Mademoiselle Beatrix Hartley. Il lui mit dans la main une simple feuille pliée, un papier crème épais, scellé à la cire grise. Et il attendit, chapeau à la main, pendant qu'elle la décachetait, comme si on lui avait dit de rapporter qu'elle l'avait bien reçue. L'écriture à l'intérieur était noire et droite, et avait été écrite rapidement, mais pas négligemment. Elle disait, « Mademoiselle Hartley, j'ai examiné l'affaire du bail de votre famille et des 6 lettres que votre tante a eu la bonté d'écrire, dont aucune ne m'est parvenue. Je constate que j'ai été, comme vous me l'avez dit en face, un scélérat, bien que pas de la manière que vous supposez. Et je serais heureux d'avoir la chance d'être un scélérat à moins d'égards à l'avenir. Monsieur Puit n'est plus à mon service. Il y a beaucoup de choses que je dois réparer, et je constate que je ne connais pas assez bien mes propres terres pour réparer quoi que ce soit sans aide. Vous les connaissez mieux que moi. Venez à Ashcombe House jeudi, si votre tante le permet, et apportez vos dessins. Tous, les orchidées et le reste. J'ai une proposition à vous faire qui est entièrement honorable, et presque certainement imprudente. Béatrix la lut 2 fois. Puis elle leva les yeux vers le serviteur qui attendait, et vers sa tante, figée dans l'embrasure de la porte, une bougie à la main. Et elle entendit très clairement le son d'une porte qu'elle ne pouvait pas voir se refermer derrière elle. Et devant, une autre s'ouvrant sur un pays pour lequel elle n'avait aucune carte. « Dites à sa grâce, dit-elle, et fut heureuse de constater que sa voix était tout à fait stable, que Mademoiselle Hartley viendra. Jeudi arriva dans une brume de chaleur qui pesait sur Nettlefold comme une respiration retenue. Béatrix avait parcouru le kilomètre de chemin dans sa seule belle robe, une mousseline à ramages de la couleur du blé mûr. L'ourlet avait été rallongé 2 fois et les poignets retournés 1 fois. Mais elle était belle tout de même, disait sa tante, sur une fille qui se déplaçait comme si le monde était à elle. Elle portait ses 4 boîtes à croquis attachées ensemble avec une ceinture en cuir. Et au moment où les grilles d'Ashcombe House apparurent, grises, au bout de l'avenue de Hêtres, ses bras lui faisaient mal et son col collait, humide, à son cou. Elle n'avait jamais été aussi près de la grande maison. Personne au village ne l'avait été. Depuis 2 étés, elle s'arrêta en haut de l'allée et la regarda. Une longue façade pâle en pierre de Portland, 3 étages de hautes fenêtres à volets. Et au-dessus de la porte, un lévrier sculpté, avec une patte levée, usée par le temps. La moitié des volets étaient fermés. L'herbe poussait entre les dalles de la cour d'honneur. Un rosier avait lancé une longue branche non taillée à travers la façade de l'aile ouest, surchargée de fleurs qu'aucun jardinier n'avait pensé à contrôler. « Elle est endormie », dit-elle à voix haute pour se rassurer. Toute une maison endormie au soleil. « Pas endormie, mademoiselle. » Un laquais était descendu des marches. Jeune, couvert de taches de rousseur, sa livrée une taille trop grande aux épaules, seulement silencieuse. « Sa grâce vous attend, si vous voulez bien me suivre. » Il lui prit 2 des boîtes, elle lui en fut reconnaissante et le suivit sous la patte levée du lévrier. À l'intérieur, la maison sentait la cire d'abeille et la pierre froide, et faiblement les lys fanées quelque part hors de vue. Leurs pas résonnaient sur le marbre d'un grand hall où les tableaux avaient été recouverts de toiles de Hollande contre la poussière. Ainsi, toute une galerie d'Ashcombe la regardait, silhouette pâle et voilée, sans visage, observant. Elle garda le menton haut et les yeux droits devant, prétendant que son cœur ne battait pas comme celui d'un lièvre. Le laquais la fit entrer dans une bibliothèque à l'arrière de la maison, et là, enfin, les volets étaient ouverts. La lumière d'été tombait en longues barres dorées, à travers une pièce qui était manifestement la seule encore habitée de la maison. Un feu préparé, mais non allumé. Une chaise tirée vers la fenêtre, avec un livre face contre table sur son accoudoir. Un bureau noyé sous les papiers.
Et tout le mur du fond couvert d'étagères du sol au plafond, avec plus de livres que Béatrix n'en avait jamais imaginé d'imprimer au monde. Le duc d'Ashcam se tenait à la fenêtre, le dos tourné, exactement comme il s'était tenu près de la source de craie. Une main le long du corps, l'autre tenant un papier à la lumière. Il se tourna lorsque le laquais l'annonça, et pendant un instant, aucun d'eux ne dit rien. Il ne portait plus son simple manteau d'extérieur. Il était habillé en duc, en super fin bleu foncé et un gilet du gris de la craie. Cela le rendait à la fois plus distant et, curieusement, plus jeune. Comme si les beaux vêtements étaient un costume qu'on lui avait fait enfiler contre son gré. La lassitude était toujours dans ses yeux. Mais il y avait autre chose en eux aujourd'hui, une sorte de légèreté lasse, comme s'il avait passé 3 jours à décider s'il devait rire ou renoncer à toute l'affaire. « Mademoiselle Hartley », il s'inclina. « Vous êtes venue. J'ai dit que je viendrais, votre grâce. » Elle posa ses boîtes. « On me dit que je ne reviens pas sur une chose une fois que je l'ai dite. C'est considéré comme un défaut chez moi. Je commence à voir comment cela pourrait être. » Il désigna les boîtes. « Vous les avez toutes apportées. Vous avez demandé qu'on les apporte toutes. » Elle déboucla la ceinture. « Bien que je vous prévienne, 3 d'entre elles contiennent des choses communes. De la vêche, du compagnon et des choses du même genre. Vous vous ennuierez beaucoup avant que nous soyons à mi-chemin, et vous serez trop bien élevé pour le dire. Je devrais le deviner sur votre visage. On m'a informé de sources sûres, dit-il, que mon visage ne trahit rien. Votre visage, dit Béatrix en ouvrant la première boîte, a révélé tout le jeu dès que j'ai nommé Monsieur Puit. Mais je vous laisserai continuer à le croire, puisque cela semble vous réconforter. » Elle l'entendit émettre un son qui était presque un rire, rapidement étouffé. Le premier qu'elle avait réussi à lui arracher. Elle ne leva pas les yeux, car elle se surprit à sourire et ne voulait pas qu'il voie avec quelle facilité il y était parvenu. Ils étalèrent les dessins sur la longue table près de la fenêtre. Elle avait eu l'intention d'être vive, professionnelle. Une femme venue rendre un service. Mais les dessins la désarmèrent, comme toujours. Et en un quart d'heure, elle avait oublié d'être autre chose qu'elle-même. Elle lui montra d'abord les orchidées, la bonne planche et les 2 gâchés. La ligne grise traversait toujours le visage abîmé, là où sa voix l'avait surprise. Et puis le reste, la saxifrage des prés, l'ophrys abeille qui imite son propre pollinisateur, le petit polygala que personne ne prenait la peine de regarder. Chacun nommait 2 fois de sa petite écriture précise. « Vous avez fait tout ça, dit-il. Ce n'était pas tout à fait une question. Il s'était penché sur le polygala, et il y avait en lui une immobilité. Elle reconnut l'immobilité d'une personne surprise par l'attention. Chaque fleur du comté, chaque fleur que je pouvais atteindre sans enfreindre la loi. Elle tourna une page. Les plus belles étaient sur vos terres. C'est un peu là la difficulté avec vos terres, votre grâce. Elle possède la plus belle prairie humide de 3 paroisses, et l'orchidée la plus rare du comté, et une source de craie qui coule froide depuis avant la conquête. Et l'homme qui les possède les a gardés enfermés derrière un mur, et a laissé son régisseur presser les gens à ses abords jusqu'à la dernière goutte. Elle se reprit et s'arrêta. « Pardonnez-moi. Ma tante dit que je n'ai pas de frein sur ma langue. Et elle a raison. Non. » Il se redressa. « Non, ne vous arrêtez pas. C'est précisément la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir. » Et il lui expliqua alors, debout à la fenêtre avec la lumière d'été sur son visage, quelle était la proposition. Il voulait que le domaine soit expertisé. Non pas pour ses loyers, ce qui était la seule chose qui avait jamais intéressé Puit, mais pour ce qui s'y trouvait réellement. Les prairies, les sources, les vieilles forêts, les coins sauvages, qu'aucune charrue n'avait jamais retourné. Il voulait que tout soit dessiné, nommé et compris avant de prendre la moindre décision sur un seul arpent. Car il avait découvert, dit-il, qu'il ne connaissait rien du pays dont il avait hérité, et que cette ignorance avait déjà coûté leur maison à des gens sans qu'il en ait jamais entendu parler. « J'ai été loin de chez moi très longtemps, dit-il, et quelque chose se ferma sur son visage à ces mots. Une porte qu'il n'ouvrit pas. Plus longtemps que je n'aurais dû. Je suis revenu pour trouver tout cela géré par les registres, et jamais une seule fois par. » Il fit un geste bref vers les dessins sur la table. « Par ceci, par ce qui est réellement ici. J'ai besoin de quelqu'un qui a regardé cette terre comme vous la regardez. Qui sait où la source jaillit et pourquoi les léborines poussent dans ce creux et nulle part ailleurs. Je vous paierai convenablement pour ce travail, mademoiselle Hartley. Et je commencerai par ramener le bail de votre famille à ce qu'il était avant que Puit n'y touche. Ça, je l'ai déjà fait ce matin.
Ce n'est pas un pot de vin. C'est une dette, et elle demeure, quelle que soit votre décision. Beatrix se tenait très immobile. La lumière bougeait sur la table. Quelque part dans la maison endormie, une horloge sonna la demi-heure, un son fin et lointain. « Vous avez rétabli le bail, dit-elle. Déjà, avant que je vous donne ma réponse. Il n'a jamais été à vous de le racheter avec votre réponse. C'était une injustice, et je l'ai réparé. » Il la regarda dans les yeux. « L'expertise est une chose distincte, et vous pouvez refuser et rentrer chez vous. Le bail restera valable. Je veux que ce soit bien compris entre nous avant que vous ne disiez quoi que ce soit. » Et voilà, encore une fois, la chose qui n'avait aucun sens. La chose contre laquelle sa tante l'avait mise en garde, qu'elle avait expliquée et dont elle était si certaine. Un homme de ce rang ne réparait pas une injustice avant d'avoir obtenu ce qu'il voulait en échange. Et pourtant, en voici un qui l'avait fait. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pas le bail, le reste. Un duc ne veut pas que ces mauvaises herbes soient cataloguées, votre grâce. Vous pourriez vendre la prairie humide pour qu'elle soit drainée demain et en être plus riche, sans que personne à Londres ne le sache. Pourquoi voulez-vous savoir ce qu'il y a là ?» Il resta silencieux un moment. Puis il se dirigea vers la chaise près de la fenêtre, prit le livre qui reposait face contre table sur son accoudoir et le tourna dans ses mains sans l'ouvrir. Et elle vit que c'était un vieil herbier usé, son dos craquelé de blanc par l'usage. « Parce que quelqu'un que j'ai. » Il s'arrêta, recommença plus prudemment. « Parce qu'une personne que j'ai perdue m'a appris un jour qu'un lopin de terre n'est pas une somme d'argent, que c'est une chose vivante avec une mémoire plus longue que la nôtre, et qu'un homme qui le détient en fiducie et en répond. J'ai oublié cela pendant longtemps. J'essaye de m'en souvenir. » Il posa l'herbier. « C'est plus que ce que je voulais dire. Vous avez une façon d'obtenir plus qu'un homme ne veut dire, mademoiselle Hartley. J'imagine que c'est un autre de vos défauts. Mon pire défaut, acquiesça-t-elle, et sa voix n'était pas stable. Elle le cacha en se penchant vers ses boîtes. Très bien, votre grâce. Je vais expertiser vos terres pour vous. À certaines conditions. Le coin de sa bouche bougea. Naturellement. Je garde des copies de tout ce que je dessine. Les plantes sont à vous de les connaître, mais elles sont à moi de les avoir dessinées. Et vous ne drainerez pas la prairie humide, ni ne couperez la vieille forêt près de la source, avant que je vous ai montré ce qu'elles contiennent. Et que vous ayez regardé, vraiment regardé, pas jeté un coup d'œil par-dessus un registre. Ce sont mes conditions. Ce sont des conditions difficiles, dit le duc d'Ashcam gravement. On pourrait presque penser que vous ne lui faites pas confiance. On aurait raison. Elle tendit sa main tachée d'encre, comme elle avait vu les hommes le faire pour un marché. Et après un instant de pause surprise, il la prit. Sa poignée était chaude et sèche, et ne ressemblait en rien à celle d'un duc. Et aucun d'eux, pendant un moment trop long, ne la lâcha tout à fait. C'est à ce moment-là, Béatrix s'en souviendrait plus tard, avec une clarté particulière, que la porte s'ouvrit sans qu'on frappe. « Julian », dit une voix de femme, froide et portante. « Toute la maison en parle, alors je suis venu voir par moi-même. » Béatrix recula et retira sa main. Dans l'embrasure de la porte se tenait une dame peut-être 5 ans plus âgée qu'elle, et la plus belle créature que Béatrix ait jamais vue de près. Grande, les cheveux noirs, vêtue d'une robe de voyage en soie d'un profond bleu pont, qui n'avait certainement jamais été rallongée à l'ourlet, avec un visage d'une perfection si froide qu'il semblait moins fait de chair que taillé. Ses yeux parcoururent une fois Béatrix, des poignets reprisés à l'herbe que le lavage n'avait pas entièrement enlevé de l'ourlet, et la classa avec la rapidité d'une femme triant des cartes. Lady Sibyl, la voix du duc avait changé, devenue formelle et fermée. « Je ne savais pas que vous étiez venu, évidemment. » Elle entra dans la pièce. « Ma mère m'a envoyé voir si les rumeurs étaient vraies. On disait que vous vous étiez enfermé comme un ermite, et que vous ne vouliez voir personne, et que le domaine partait à volo. Et maintenant, je découvre que vous ne voyez pas personne du tout. De nouveau, le regard plus froid qu'avant. Vous voyez une fille du village avec une boîte de dessin. Présentez-moi, Julian. Je suis toute curiosité. Mademoiselle Hartley, dit le duc, avec une raideur que Béatrix n'avait pas encore entendue chez lui. De Nettlefold. Elle a consenti à faire une expertise des caractéristiques naturelles du domaine. Mademoiselle Hartley, ma cousine, Lady Sibyl Vane. Cousine, répéta Lady Sibyl avec le plus léger sourire possible, comme si le mot l'amusait. Comme vous êtes correct aujourd'hui, Julian. Mademoiselle Hartley. Elle ne fit pas de révérence. Elle inclina la tête de la fraction exacte, due à une personne sans conséquence, une expertise des caractéristiques naturelles.
Quel arrangement original. Et votre famille sait-elle, mon enfant, que vous passez vos journées seuls, avec un duc célibataire au milieu de ces mauvaises herbes? La couleur monta aux joues de Béatrix. Elle le sentit, le méprisa, et releva le menton pour y faire face. Ma tante sait exactement où je suis, madame, dit-elle, et exactement ce que je fais. Ce qui est plus que ce qu'on peut dire, je pense, de beaucoup de gens qui passent leur journée en compagnie. Je catalogue les fleurs sauvages du domaine. Si c'est un scandale très vert et inoffensif, et je suis contente d'être ruinée par lui. Il y eut un petit silence. La bouche du duc avait refait son presque sourire. Il le maîtrisa. Les beaux yeux de Lady Sibylle se posèrent sur Béatrix avec une attention nouvelle et plus froide. L'attention d'une femme à qui quelqu'un qu'elle ne pensait pas capable de parler venait de répondre. « Comme c'est rafraîchissant », dit-elle enfin, d'une voix qui indiquait clairement qu'elle avait trouvé cela tout sauf rafraîchissant. « Julian, quand vous aurez tout à fait terminé avec les fleurs sauvages, j'aimerais vous parler. Ma mère est très anxieuse de connaître vos intentions pour l'hiver, pour la maison de Londres, pour beaucoup de choses qui ont attendu très longtemps votre convenance. » Elle laissa les mots en suspens, rassembla sa soie, et se tourna dans l'embrasure de la porte. « Ne vous laissez pas retenir par votre expertise, mademoiselle Hartley. Je suis sûr que nous nous reverrons. Nettlefold est si proche. » Et elle disparut dans un froufrou de pont, laissant la pièce plus froide qu'elle ne l'avait trouvée. Béatrix laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas avoir retenu. Le duc se tenait là, regardant la porte fermée avec une expression qu'elle ne pouvait pas du tout déchiffrer. Quelque chose entre la lassitude et l'avertissement. « Ma cousine, dit-il, n'est pas aussi alarmante qu'elle le voudrait. »« Elle est exactement aussi alarmante qu'elle le voudrait, » dit Béatrix. « Elle le fait simplement très discrètement, ce qui est pire. » Elle commença, avec des mains qui cherchaient quelque chose à faire, à rassembler ses dessins. « Je devrais y aller, votre grâce. Il se fait tard, et j'ai 1 kilomètre à marcher, et je préférerais ne pas le faire dans le noir. Ashby vous conduira. » Il le dit avant qu'elle ne puisse refuser. « Non, je n'entendrai aucun argument. Vous avez porté 4 boîtes sur 1 kilomètre par cette chaleur pour m'obliger. Vous ne les rapporterez pas. » Et mademoiselle Hartley, il hésita, et pour la première fois depuis que Lady Sibylle avait ouvert la porte, le regard fermé quitta son visage. « Merci d'être venu et d'avoir dit à ma cousine ce que la moitié du comté voulait lui dire depuis 1 an et que personne n'a osé. Cela valait toute l'expertise pour moi de voir ça. »« Ça, dit Béatrix, surprise par son honnêteté, c'était presque une blague, votre grâce. On m'a informé de sources sûres que je n'en fais pas. On vous a informé de sources sûres de beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. » Elle boucla ses boîtes. « Je commencerai lundi, la haute forêt d'abord, avant que l'été ne soit trop avancé et que les fleurs ne fanent. Bonsoir, votre grâce. » Elle était à la porte quand il parla de nouveau, et quelque chose dans sa voix la fit s'arrêter. « Mademoiselle Hartley, un mot, non pas d'avertissement, de conseil. » Il s'était retourné vers la fenêtre, de sorte qu'elle le voyait de profil contre la lumière dorée. Et la lassitude était revenue dans la posture de ses épaules. « Ma cousine a raison sur un point, aussi méchamment qu'elle l'ait dit. Il y a des gens qui observent cette maison, ce que j'en fais, et avec qui je le fais. Ma mère parmi eux. Il y a un arrangement dont on parle depuis longtemps entre nos familles, que je n'ai ni fait ni défait, et que Lady Sibylle est venue presser. » Il fit une pause. « Je vous dis cela non pas parce que cela vous touche. Ce n'est pas le cas. Je vous le dis pour que vous ne soyez pas prise au dépourvu par les rumeurs et que vous ne pensiez pas que je vous ai caché quelque chose. Je préfère que vous le teniez de moi. » Béatrix se tenait très immobile dans l'embrasure de la porte, ses boîtes sous le bras. Quelque chose s'était resserré et refroidi sous ses côtes. Elle était trop honnête avec elle-même pour ne pas savoir ce que c'était, et trop fière pour le laisser paraître. « Vous allez l'épouser, dit-elle. »« Je ne ferai rien que je n'ai accepté de faire, » dit le duc. « Et je n'ai accepté rien. Mais c'est ce qu'on attend. Je ne vous prétendrai pas le contraire. Pourquoi me prétendriez-vous quoi que ce soit ?» Elle entendit sa propre voix sortir, légère, claire et parfaitement stable, et en fut heureuse. Heureuse comme elle l'avait rarement été de quoi que ce soit. « Je suis la femme qui dessine vos mauvaises herbes. Votre grâce. Votre mariage ne me concerne pas plus que les petits pois de ma tante ne vous concernent. Je commencerai par la haute forêt lundi. Bonsoir. » Et elle sortit, traversant le grand hall voilé où les ashcams sans visage la regardaient partir. Elle passa sous la patte levée du lévrier de pierre, dans le crépuscule bleu de l'été, et elle ne se permit aucune des pensées qui se pressaient au bord de son esprit.
jusqu'à ce qu'elle soit dans le cabriolet, ses boîtes en sécurité à côté d'elle, et que l'avenue de Hêtres engloutisse la maison derrière elle. Alors elle les pensa tout en même temps, et elle n'était pas confortable. Elle le connaissait depuis 3 jours. Elle lui avait parlé 2 fois. C'était absurde. C'était pire qu'absurde. C'était exactement la folie que sa tante avait nommée et qu'elle avait niée. Ressentir, à la nouvelle qu'il était quasiment promis à sa cousine froide et ravissante, cette petite chute dure de quelque chose dans la poitrine. Ce sentiment d'une porte se fermant doucement. Une porte dont elle n'avait même pas su qu'elle s'était approchée. Elle lui avait dit la vérité dans l'embrasure de la porte. Son mariage ne la concernait pas. Elle était la femme qui dessinait ses mauvaises herbes. Et ça, dit-elle au haie qui s'assombrissait, c'est tout ce qu'il y a, et je vous saurai gré de vous en souvenir, Béatrix Hartley. Les haies gardèrent leur secret. Elle avait l'expertise. Elle avait le bail de sa famille rétabli, ce qui n'était pas rien, ce qui était la chose qui comptait. Le toit sur la tête grise de sa tante, et sur la sienne. Elle avait un été de travail honnête et bien payé, à dessiner les fleurs qu'elle aimait sur les plus belles terres du comté. C'était plus que ce qu'elle avait eu dimanche. C'était beaucoup plus que ce qu'une nièce orpheline de vicaire avait le droit d'attendre. Si une partie d'elle, dans un creux verdoyant il y a 3 jours, avait commencé sans sa permission à espérer quelque chose qu'elle n'avait pas le droit d'espérer, eh bien, cette partie pouvait être maîtrisée, contrairement à sa langue. Elle dessinerait ses fleurs, prendrait son argent et garderait ses copies. Et quand l'été finirait et qu'il épouserait sa cousine Pan dans la grande maison, elle rentrerait à Nettlefold, presserait ses orchidées et serait exactement comme elle avait toujours eu l'intention d'être, c'est-à-dire à personne et libre. C'était une résolution très sensée. Elle s'y tint sur toute la longueur de l'avenue de Hêtres. Au pied de l'allée, là où le mur du domaine donnait sur la route publique, le cabriolet ralentit pour le virage. Et dans la dernière lueur du jour, Béatrix vit un homme debout à l'ombre du pilier de la grille. Il était bien habillé, d'un manteau vert bouteille, et ce n'était pas quelqu'un du domaine. Elle connaissait tous les visages à des kilomètres à la ronde, et celui-ci était un étranger. Les mains douces, le teint pâle de la ville, un visage long et intelligent, et une façon de se tenir très immobile. Il regarda le cabriolet descendre, et au passage, il lui souleva son chapeau, très poliment, et sourit. « Mademoiselle Hartley, je pense, » dit-il. « Mademoiselle Beatrix Hartley de Nettlefold. » Le cocher ne ralentit pas. Beatrix se tourna à moitié sur son siège, alors qu'il passait. « Vous avez l'avantage sur moi, monsieur, » cria-t-elle en retour. Pour le moment, il souriait toujours. Il remit son chapeau sur sa tête, seulement pour le moment. Et puis la haie s'interposa entre eux, et il disparut. Et Béatrix resta assise le reste du chemin, ses boîtes contre son genou, et une froideur dans la nuque qui n'avait rien à voir avec le crépuscule tombant. Car il y avait eu quelque chose dans la voix douce et polie de l'homme, une satisfaction personnelle, qu'elle n'aimait pas plus que le regard froid et classificateur de Lady Sibyl. Et parce qu'un étranger, qui connaissait son nom et son village, et qui avait attendu à la grille d'un duc pour les lui dire, n'était, quoi qu'il fût d'autre, pas de bon augure. Sa tante était à la grille avec la lanterne, quand le cabriolet la déposa. Eh bien, Prudence lui prit une boîte, scrutant son visage. « Vous avez mis un temps fou. Que voulait-il? Qu'avez-vous accepté, Béatrix? Vous avez votre air fermé, celui que vous aviez l'hiver, ou votre mère. Mon enfant. Que s'est-il passé? Rien ne s'est passé. » Béatrix l'embrassa sur la joue et entra avant elle dans la cuisine basse et chaude qui sentait la cuisson du jour. Elle posa ses boîtes et se retourna. « Le bail est rétabli, ma tante, entièrement comme il était avant Puite. Il l'a fait ce matin, avant que je dise oui à quoi que ce soit. Il reste valable quoi que je fasse. » Prudence s'assit lentement sur le banc. « Rétabli, dit-elle. Entièrement. Entièrement. Alors il voulait quelque chose de très grand, en effet, dit sa tante, pour payer si cher d'avance. » Ses yeux s'étaient remplis de larmes, et elle y porta le dos de sa main une fois, et la retira. 11 ans que j'écris ces lettres, et qu'on les jette au feu. Et une fille franchit un mur pour une mauvaise herbe, et s'est réparée en une matinée. Il n'y a aucun sens dans ce monde. Aucun. Elle leva brusquement les yeux. « Que veut-il, Béatrix? Qu'avez-vous accepté? » « De dessiner ces terres pour lui. Toutes. Les prairies, les bois et les sources. Tout ce qui pousse. Une expertise. Il doit me payer convenablement pour cela. Et je garde mes copies. » Béatrix s'assit en face d'elle. « C'est tout ce que c'est, ma tante. Un travail honnête. »
Je serai là à l'aube et de retour à la tombée de la nuit. Et il n'y a rien là-dedans que tout le village ne pourrait voir. Et le duc, dit Prudence doucement. Quelle est la place du duc dans tout ce travail honnête? Béatrix regarda le visage fatigué et avisé de sa tante de l'autre côté de la table frottée. Elle pensa aux yeux gris, à l'herbier craquelé, au presque sourire, au regard fermé qui était apparu quand la porte s'était ouverte, et à la voix plate et stable disant « C'est ce qu'on attend, je ne vous prétendrai pas le contraire ». Et elle découvrit qu'elle ne pouvait pas tout à fait dire la chose sensée. « Le duc, dit-elle enfin, doit épouser sa cousine, une certaine Lady Sibyl Vane. Elle est entrée pendant que j'étais là, dans une robe de la couleur d'un paon, et elle a regardé mon ourlet comme si c'était quelque chose qu'elle avait trouvé sur sa chaussure. C'est arrangé depuis longtemps entre les familles. Il me l'a dit lui-même en toutes lettres, debout à sa propre fenêtre. Il me l'a dit clairement, pour que je ne sois pas prise au dépourvu par les rumeurs, ce qui était décent de sa part. Elle retourna ses mains tachées d'encre sur la table. Alors vous pouvez être tranquille, ma tante. Il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Il est promis, et je suis la femme qui dessine ces mauvaises herbes. Et nous savons tous les deux exactement ce que nous sommes. Prudence Hartley regarda sa nièce un long moment à la lueur de la lanterne. Et ce qu'elle y vit ne sembla pas la réconforter du tout. « Oh ma chère, dit-elle doucement, c'est pire que je ne le pensais. Ce n'est rien du tout, dit Béatrix. Vous avez prononcé son nom 3 fois, dit sa tante, et chaque fois comme si vous posiez quelque chose de brûlant. Elle tendit la main et couvrit les mains de Béatrix des siennes. Écoutez-moi, mon enfant. Un homme qui répare une injustice avant qu'on le lui demande et qui dit la vérité à une fille quand un mensonge lui servirait mieux. C'est un homme bon ou un homme très malin, et je ne peux pas vous dire lequel, et vous non plus, après seulement 3 jours. Mais un homme bon qui est promis à une autre et qui laisse une fille venir chaque jour dans sa maison vide pendant tout un été verdoyant. C'est la chose la plus dangereuse au monde, Béatrix, plus dangereuse que n'importe quel scélérat, parce qu'il vous brisera le cœur sans jamais avoir eu l'intention de vous faire le moindre mal. Et il n'y aura personne à blâmer, aucune assignation à combattre, aucun mur à franchir en retour. Seulement la longue marche pour rentrer chez soi. Béatrix ne dit rien. Dehors dans le noir, un engoulevent chouinta une fois depuis la haie, un son long et bas. « Je lui ai donné ma parole », dit-elle finalement. « Le bail en dépend. Je ne peux pas reculer maintenant. »« Non, dit Prudence. » Et elle soupira, serra ses mains, et les lâcha. « Non, vous n'avez jamais pu revenir sur une chose. Pas une fois que vous l'aviez dite. C'est considéré comme un défaut chez vous. » Elle se leva, prit la lanterne, et au pied de l'escalier, elle s'arrêta. « Un homme est venu demander après vous aujourd'hui, pendant que vous étiez parti. » Le froid toucha à nouveau la nuque de Béatrix. Un homme en manteau vert, à la voix douce, un étranger. Sa tante se retourna, la lanterne projetant des ombres sur le mur. « Vous l'avez vu, à la grille d'Ashcombe, alors que je partais. Il connaissait mon nom et mon village, et il avait attendu là pour me les dire. » Béatrix se leva. « Que voulait-il, ma tante? Qu'a-t-il demandé? Il a demandé depuis combien de temps nous tenions notre bail, et si nous en étions contentes. » Si, Prudence fronça les sourcils, retenant le souvenir avec soin, comme elle retenait tout, s'il était vrai que le duc avait été beaucoup sur les terres de l'Ouest récemment. Il l'a demandé légèrement, comme un homme demande la météo, mais il a écrit votre nom dans un petit carnet, Béatrix. Quand je le lui ai donné, je l'ai vu le faire. Il m'a remercié très poliment et est parti en direction de Mulberry. Je ne l'ai pas aimé. Je n'aurais pas su dire pourquoi. Son nom, il ne l'a pas laissé. Les 2 femmes se regardèrent de l'autre côté de la cuisine basse et chaude. Dehors, l'engoulevent chouinta de nouveau, et l'obscurité de juillet pressait doucement contre la petite fenêtre sans rideau. Et Béatrix Hartley, qui 3 jours auparavant avait franchi un mur interdit pour une seule fleur, sentit toute la forme de son été se dérober sous elle comme un sol qui cède. Et elle sut, avec le même instinct certain, fou et dangereux qui lui avait dit dans la prairie, que ce n'était pas fini, que l'homme au manteau vert avait écrit son nom dans son petit carnet, pour une raison, et qu'elle apprendrait laquelle, bien avant d'y être prête. Lundi arriva, chaud et sans nuages. Le ciel au-dessus de la haute forêt était presque blanchi sur les bords, et Béatrix était parmi les hêtres avant que la rosée ne se soit levée. La forêt grimpait sur l'épaule de la colline, en une longue marée verte. Le chêne cédait la place au hêtre, et le hêtre au noisetier.
et le sol était couvert des fruits de l'année dernière, si bien que chaque pas qu'elle faisait libérait un murmure sec et brun, et une odeur d'humus et d'écorce chaude. Elle avait étalé ses boîtes sur un tronc tombé, couvert de mousse. Elle était à genoux devant une tige de céphalanthère à grandes feuilles, quand elle entendit le cheval gris remonter le chemin. « Vous êtes en avance, mademoiselle Hartley, » dit le duc en descendant de cheval. « J'avais l'intention d'être ici pour vous montrer le chemin. Je trouve mon propre chemin dans ce comté depuis avant que vous ne le possédiez, votre grâce. » Elle ne leva pas les yeux de la plante. « Vous n'auriez fait que me cacher la lumière. Ainsi, j'apprends. » Il passa la reine sur une branche et vint se tenir à une distance prudente, les mains derrière le dos, regardant la flèche verte qu'elle dessinait. « C'est une autre orchidée. » En effet, elle était satisfaite et le cacha. Une céphalanthère, proche cousine de votre Héléborine des marais. Sauf qu'elle aime le sec et l'ombre, là où l'autre veut avoir les pieds dans l'eau. Vous avez les deux à moins d'1 kilomètre. C'est un domaine très indiscipliné, votre grâce. Il n'a aucune idée de ce qu'une propriété correctement améliorée devrait faire pousser. « Je commence à penser, dit-il, que j'ai hérité des arpents les plus mal famés d'Angleterre. » Elle leva les yeux à cette remarque. Il y avait eu quelque chose dedans. La plus légère inflexion, sèche comme les fruits du hêtre sous ses pieds. Et elle vit qu'il la regardait du coin de l'œil pour savoir si la remarque avait porté. C'était le cas. Elle baissa rapidement les yeux sur sa feuille pour qu'il ne voie pas le coin de sa bouche se relever. « C'était une blague, votre grâce. C'était une observation. C'était une blague. Vous pouvez aussi bien l'admettre. Ce n'est pas un crime passible de pendaison. » Elle traça une ligne douce le long de la tige. « Asseyez-vous. Si vous avez l'intention de rester, vous bloquez le soleil en restant là, et je ne peux pas dessiner une ombre qui change constamment. » Il s'assit, un duc sur une bûche moussue au milieu de sa propre haute forêt. Et pendant un moment, il ne dit rien du tout, et la forêt remplit le silence pour eux. Un rochelet grondant quelque part dans le noisetier. Le craquement des hêtres, un pigeon ramier répétant ses 5 notes douces encore et encore. Béatrix dessina. La chaleur descendait en rayons verts et poussiéreux à travers la canopée et déposait des pièces de lumière sur son papier. Elle déplaça sa main pour garder la plante à l'ombre et ne se pressa pas. « Vous avez dit qu'une personne vous avait appris, » dit-elle enfin, sans lever les yeux. « À propos de la terre, que c'était une chose vivante et détenue en fiducie. Dans la bibliothèque, vous l'avez dit. Et puis vous vous êtes arrêté comme si vous aviez posé la main sur une barre brûlante. » Elle garda les yeux sur l'orchidée. « Vous n'êtes pas obligé de me le dire. Je me demandais seulement. » Le pigeon continua avec ses 5 notes. Quand il parla, sa voix était devenue plus basse, plus plate, et avait perdu son aisance prudente. « Mon frère, dit-il, Edmund. Il était l'aîné. Tout ceci devait être à lui. La maison, la forêt, la prairie humide, tout. Il l'aimait comme vous l'aimez. Il connaissait chaque source du domaine, le nom de chaque bosquet, et quel champ inondait lors d'un mois de mars pluvieux. Un son sec dans sa gorge, qui n'était pas un rire. Moi non. J'étais le 2e fils. J'avais une commission, un cheval, et aucune attente de tout cela, et j'en étais heureux, car cela me laissait libre. J'étais à l'étranger avec le régiment l'hiver où je l'ai perdu. Oh, dit doucement Béatrix. Son crayon s'était arrêté. Je suis rentré pour un titre que je n'avais jamais été élevé pour porter. Une maison pleine de ses affaires, et des hommes d'affaires qui avaient tout géré par les registres pendant mon absence, et ne voyaient aucune raison d'arrêter. Puis parmi eux, il regarda au loin, le long du chemin verdoyant. Je ne pouvais pas marcher dans la prairie humide. Je ne pouvais pas ouvrir la bibliothèque. C'était sa pièce plus que n'importe quelle autre. Alors j'ai fermé les volets et laissé les régisseurs faire comme ils avaient toujours fait. Je me suis dit que c'était du chagrin, alors que c'était de la lâcheté. Et les deux portent le même manteau. Il retourna une fois de plus la vieille douleur et la posa. Et une fille a franchi mon mur pour une fleur et m'a dit en face ce que ma lâcheté avait coûté à des gens que je n'avais jamais pris la peine de rencontrer. Voilà toute l'histoire, mademoiselle Hartley. Vous avez obtenu plus de moi sous un être que ma mère n'en a obtenu en 1 an. Béatrix le regarda. Les yeux gris fatigués, le beau manteau, les mains calmes sur ses genoux. Et quelque chose dans sa poitrine se retourna et ne voulut plus se remettre en place. « Il vous a appris l'herbier, dit-elle. Celui qui est craquelé sur la chaise. Il écrivait dans les marges. Sa main est partout dedans. Une ombre du presque sourire. Je ne peux pas lire un mot du latin. Il le connaissait comme vous le connaissez. Je transporte cette chose depuis 2 ans,
comme un homme qui porte une lettre dans une langue qu'il ne peut pas déchiffrer, seulement parce que l'écriture lui est chère. « Alors je vais le déchiffrer pour vous, dit Béatrix. Et elle entendit à quel point les mots sortaient trop chaleureux et ne put les rappeler. « Apportez-le jeudi. Nous lirons les notes en marge d'Edmond ensemble, vous et moi. Et je vous dirai où il avait raison, et où il était un amateur plein d'espoir. Car il aura été les deux. Ils le sont toujours. » Elle se pencha vers sa boîte. « Voilà, maintenant vous avez une utilité pour moi au-delà des mauvaises herbes. Vous pourrez dire à votre cousine que j'améliore la bibliothèque du domaine ainsi que ses fossés. » Le duc d'Ashcombe rit. Ce n'était pas le son étouffé d'avant. Il sortit de lui, entier, bas et surpris. Et il changea tout son visage pendant qu'il durait. Et Béatrix resta assise, tout à fait immobile au-dessus de son dessin, et le sentit la traverser comme le premier froid de la source de craie à travers les genoux de sa robe. Un choc, puis une envie d'y être à nouveau. « J'apporterai l'herbier », dit-il quand il eut repris le contrôle. « Jeudi. Et mademoiselle Hartley, merci pour Edmond. Je n'ai pas prononcé son nom à voix haute à qui que ce soit depuis 2 ans. C'est plus facile que je ne me l'étais laissé croire. » Ils travaillèrent tout au long de la matinée, tous les deux, remontant le long chemin ombragé, de l'Éléborine à la Néotie nid d'oiseau, jusqu'à la petite listère à feuilles ovales que seule Béatrix aurait pris la peine de remarquer. La chaleur s'épaissit, et la forêt respira la résine, la poussière et la fougère écrasée. Et aucun d'eux ne parla de cousine, de contrat, ou de quoi que ce soit d'autre que du miracle vert et ordinaire de ce qui poussait là. Et Béatrix, traçant ses lignes avec une main devenue traîtreusement instable à nouveau, sut que sa tante avait eu exactement raison, et qu'il était déjà bien trop tard pour y faire quoi que ce soit. Le temps se gâta le jeudi, alors qu'elle traversait le parc avec les boîtes. La promesse de l'herbier était chaude dans son esprit. Elle le sentit d'abord comme un changement dans l'air, une lourdeur, une échymose vert-noir se formant au-dessus de la colline derrière la maison. Les hêtres, tout à coup, tournant le dessous pâle de leurs feuilles vers le vent qui arrivait. Les premières grosses gouttes frappèrent la poussière de l'allée et y restèrent un instant, sombres comme des pièces de monnaie, avant que le ciel ne s'ouvre pour de bon. Elle courut. Elle avait traversé la moitié de la cour d'honneur quand une porte de l'aile ouest fut ouverte à la volée. Le duc lui-même était là, sans manteau, en manche de chemise, criant quelque chose que la pluie avala et lui faisant de grands signes. Elle fonça vers lui, les boîtes serrées contre sa poitrine, et entra sur le seuil, trempée, essoufflée et riant, dans une pièce basse en pierre qui sentait les pommes et la cendre froide. « Vous êtes trempée, dit-il, en refermant la porte contre le vent. La pluie tombait maintenant en cordes sur les vitres, et la lumière dans la pièce était devenue verte et mouvante. « Ici les boîtes. Donnez-moi les boîtes. Les dessins sont-ils secs? Les dessins sont secs. Je ne suis pas idiote avec les dessins. » Elle les posa, écarta les cheveux trempés de son visage et regarda autour d'elle. Une vieille pièce de distillation, désaffectée, où flottaient les fantômes d'herbes séchées. Une grande table frottée, une fenêtre pleine de tempêtes. Votre grâce, j'ai ruiné votre sol. Mon sol a survécu à pire que vous. Il avait pris un couvre-cheval quelque part et le tenait à bout de bras. Il y avait une impuissance dans son geste. Un homme qui ne savait pas comment offrir un tissu à une femme pour qu'elle se sèche et qui allait le faire quand même. Cela la désarma plus que n'importe quelle grâce n'aurait pu le faire. Vous allez prendre froid. Prenez-le. Je ne regarderai pas. Elle le prit et s'essuya le visage et les mains. La pluie rugissait sur le toit, et tous deux se tenaient dans la lumière verte et mouvante. À 1 mètre l'un de l'autre, la tempête les enfermant dans cette petite pièce de pierre, aussi sûrement qu'une porte verrouillée. Et le rire quitta l'air peu à peu, laissant derrière lui quelque chose qu'aucun d'eux ne nomma. « J'ai apporté l'herbier, dit-il. Sa voix n'était pas tout à fait stable. Il est dans la bibliothèque. Je pensais, quand la pluie s'arrêtera. Quand la pluie s'arrêtera, acquiesça-t-elle. Aucun d'eux ne se dirigea vers la bibliothèque. Le tonnerre gronda le long de la colline. La fenêtre trembla. Une boucle de ses cheveux mouillés s'était détachée et reposait contre sa joue. Elle le vit la regarder et détourner les yeux, et sentit sa propre respiration devenir courte et folle dans sa poitrine. « Mademoiselle Hartley, dit-il très bas, votre grâce. » Quand j'ai dit à la fenêtre que c'était ce qu'on attendait, il s'arrêta. Il recommença, comme il recommençait toujours quand la vérité lui coûtait. «
J'ai essayé ces 15 derniers jours de défaire une chose qui se construit vers moi depuis que je suis enfant. Elle ne se défait pas facilement. Il y a des contrats rédigés, des terres promises, la parole de ma mère donnée, et toute une grande machine froide qui avance, que je le veuille ou non. Il la regarda fixement à travers la pénombre verte. Je vous dis cela parce que je découvre que je ne veux pas que vous me preniez pour un homme qui se laisse marier comme un champ qui change de main. J'essaye. Je voulais seulement que vous sachiez que j'essaye. C'est tout ce que j'ai le droit de dire, et c'est déjà beaucoup plus que ce que j'ai le droit de dire. La pluie remplit la pièce. Béatrix serra le couvre-cheval contre elle, ne faisant pas confiance à sa voix. Alors elle ne dit rien, et laissa la tempête le dire pour elle. Et quand enfin le tonnerre s'éloigna vers l'est, et que la lumière revint, grise et ordinaire, à travers la vitre ruisselante, ils allèrent lire l'herbier d'Edmund, ensemble à la fenêtre de la bibliothèque. Les têtes penchées près de l'écriture soignée de l'homme mort. Et pas une seule fois, de tout l'après-midi, ils ne parlèrent de ce qui s'était passé dans la pièce de distillation, parce que cela n'avait pas besoin d'être dit, et parce qu'ils le savaient tous les deux maintenant. Et le savoir était pire et meilleur que n'importe quel mot. C'est quelques jours plus tard, alors que l'expertise avait à peine commencé, que l'homme au manteau vert vint la chercher pour de bon. Elle était descendue seule à la prairie humide, à la lisière ouest. Le duc était absent, parti à Mulberry pour les affaires du domaine. Elle voulait finir l'éléborine des marais avant que les dernières fleurs ne brunissent. Elle était agenouillée près de la source de craie où tout avait commencé. Le souffle vert et froid de la source l'enveloppait, quand une ombre tomba sur son papier, et une voix douce dit « Comme c'est à propos. Là où tout a commencé, là nous la retrouvons encore. » Elle se releva d'un bond, le cœur battant. Il se tenait sur l'herbe sèche au-dessus du creux. Le manteau vert bouteille impeccable, son visage long et intelligent, composé avec toutes les apparences de l'amitié. De près, il était plus âgé qu'elle ne l'avait pensé, et ses yeux n'étaient pas amicaux du tout. « Vous êtes sur les terres du duc, monsieur, » dit-elle, « et je ne connais pas votre nom, et je ne choisis pas de le connaître. Soit, il inclina la tête. J'ai l'habitude de rendre de petits services à de grandes familles. Actuellement pour les Vane, la famille de Lady Sibyl, que je crois que vous avez rencontrée. » Il sourit. « Je voulais vous parler en privé depuis 10 jours, mademoiselle Hartley, et vous êtes une jeune femme très difficile à attraper seule. Alors vous m'avez attrapé. Dites votre mot et quittez ma source. » « Votre source ?» Il regarda l'eau froide avec une sorte de plaisir. « C'est un peu mon mot, en fait. Savez-vous ce qu'est cette terre, mademoiselle Hartley? Ce joli coin humide que vous avez passé votre été à dessiner. Savez-vous ce qui est écrit à son sujet dans les contrats qui sont en train d'être recopiés au propre dans un bureau d'avocat à Londres? » Le froid qui n'avait rien à voir avec la source lui remonta le long de la nuque. « Dites-le clairement, monsieur. Je n'ai aucune patience pour un homme qui déballe une chose lentement pour savourer le déballage. Clairement alors. » Il tira un papier plié de sa poitrine. Non pas pour le lui donner, seulement pour le tenir, le tapotant contre sa paume gantée. Cette terre de l'Ouest, source, prairies et bois, et les cottages le long de sa lisière, mademoiselle Hartley, votre cottage parmi eux, et la dot. Elle revient aux Vane le jour où sa grâce épousera Lady Sibyl. Et les Vane sont des améliorateurs. Ils ont drainé 4 prairies de ce genre dans le Leicestershire et les ont rendues rentables. Celle-ci sera drainée d'ici 1 an. La forêt abattue, les sources taries, les cottages effondrés et déblayés. Il observa son visage avec une réelle attention. L'orchidée rare que vous avez traversé un comté pour dessiner sera sous un champ de blé à la prochaine récolte. Et l'expertise aimante, particulière, magnifique que vous faites de chaque bosquet et de chaque source, est précisément l'évaluation que les avocats exigent pour fixer le prix de la dot. Vous ne sauvez pas cette terre, mon enfant. Vous la mesurez pour la charrue. Béatrix se tenait très immobile dans le souffle vert montant de la source, et le rugissement dans ses oreilles n'était pas celui de l'eau. « Vous mentez, dit-elle. Il ne le ferait pas. Il m'a dit, il a donné sa parole que je lui montrerai la prairie, avant qu'une seule bêche ne la touche. Il a rétabli le bail de ma famille de sa propre main, avant que j'aie accepté quoi que ce soit. Vraiment ?» La voix de Soames était douce comme du feutre. Un homme rétablit un bail qu'il sait devoir expirer d'ici 1 an. Cela ne lui coûte rien. Et cela lui achète une jolie et docile experte qui cartographiera ses terres par amour. Il donne sa parole pour une prairie qu'il s'est engagé par contrat à céder. Mademoiselle Hartley.
Il remit le papier dans son manteau. Je ne dis pas que le duc d'Ashcam est un homme méchant. Je dis qu'il est faible, promis là où il ne souhaite pas être promis. Et il vous utilise, doucement, j'en suis sûr, et sans jamais vous vouloir de mal, pour rendre la fin supportable pour lui-même. Mes mandants souhaitent que le mariage se déroule sans accroc. Une fille du village qui traîne sur le domaine fait jaser, et les rumeurs sont désordonnées. D'une autre poche, sans se presser, il sortit une petite bourse lourde et la posa sur le bord moussu de la source, là où l'eau se tenait depuis avant la conquête. Finissez l'expertise. Prenez ceci. Allez rendre visite à un cousin dans un autre comté jusqu'à l'automne. C'est tout. C'est beaucoup d'argent pour une nièce de vicaire, et c'est offert gentiment. Retirez votre bourse de ma source, dit Béatrix d'une voix qu'elle ne reconnut pas. Réfléchissez-y. Il y a votre tante à prendre en compte. Un bail rétabli peut être annulé lorsque la terre change de main. Il souleva son chapeau, poli jusqu'au bout. Seulement pour le moment, ai-je dit lorsque nous nous sommes rencontrés. Vous découvrirez que je suis un homme qui tient mieux sa parole que certains ducs. Bonjour, mademoiselle Hartley. Il laissa la bourse où elle était. Elle entendit l'herbe sèche chuchoter sous ses bottes, alors qu'il gravissait la pente. Puis il disparut par-dessus la crête. Et elle se retrouva seule avec les orchidées, la source froide et la petite bourse grasse, posée de manière obscène sur la mousse. Elle n'y toucha pas. Elle ramassa ses dessins, ses mains tremblant maintenant au-delà de tout contrôle. La moitié de la planche de l'éléborine des marais se déchira sous ses propres doigts. Elle laissa la bourse là où l'homme l'avait mise, sortit du creux et marcha vite et aveuglément en remontant la longue pente dorée vers la maison. Se disant à chaque pas que c'était un mensonge, que Solmes était un menteur à gages, que le duc avait pleuré le nom de son frère dans une forêt de hêtres et ne pouvait pas avoir, mais il y avait des contrats rédigés. Il l'avait dit lui-même dans la pièce de distillation, sous la pluie battante. Des terres promises. La parole de ma mère donnée. Il lui avait dit clairement pour qu'elle ne soit pas prise au dépourvu par les rumeurs. Il n'avait jamais dit de quelle terre il s'agissait. La maison s'éleva, grise et à moitié volée, devant elle. Le lévrier de pierre levant sa patte usée au-dessus de la porte. Ashby, le laquais, traversait la cour d'honneur avec un panier. Il toucha son chapeau, surpris. « Mademoiselle Hartley, sa grâce n'est pas encore de retour de Malbury. J'attendrai dans la bibliothèque, dit-elle. J'ai des dessins à laisser. » Elle n'attendit pas qu'on la conduise. Elle entra sous le lévrier, traversa le hall voilé où les Ashcam sans visage observaient, et entra dans la bibliothèque. La lumière d'été y reposait en longues barres dorées. Elle se tint au milieu de la pièce bien-aimée, sa planche abîmée écrasée contre elle, sa respiration saccadée. Elle se dit qu'elle était seulement venue laisser son travail. Le bureau était noyé sous les papiers comme toujours, et au-dessus, déplié, lesté par le vieil herbier craquelé, qui reposait sur la chaise depuis 15 jours, l'herbier d'Edmund, sa chère main morte dans chaque marge, se trouvait un document écrit d'une belle écriture anglaise de scribe. Et en tête, là où elle ne pouvait s'empêcher de le lire, couraient les mots « Inventaire des terres de l'Ouest », constituant la dot établie lors du mariage de sa grâce, le duc d'Ashcam et de Lady Sibyl Vane. Et en dessous, dans une colonne de géomètres soignés qu'elle connaissait parce que les formes des bosquets étaient les formes qu'elle avait elle-même dessinées. La prairie humide, la source de craie, la haute forêt, le cottage des Hartley, son jardin, et son bail rétabli et sans valeur. Beatrix posa une main à plat sur le bureau pour se soutenir. Elle ne pleura pas. La lumière dorée reposait tranquillement sur l'inventaire de tout son pays bien-aimé, évalué, portionné et promis. Et l'herbier d'Edmund maintenait le coin de la page, comme si la chère main morte elle-même le désignait. Quelque part dans la maison endormie, une horloge sonna la demi-heure, un son fin et lointain. Il avait su. Chaque matin dans la forêt, chaque main sur les notes en marge, la tempête dans la pièce de distillation, et « j'essaie ». Je voulais seulement que vous sachiez que j'essaie. Il avait su que la prairie était cédée, et sa maison avec. Et il l'avait laissée s'agenouiller dans l'herbe humide, la dessinant par amour, la mesurant, comme Solmes l'avait dit, pour la charrue. Elle entendit le cheval gris dans la cour d'honneur, le son net et familier de ses sabots sur les dalles, le grincement du cuir, le mot bas à Ashby. Le duc d'Ashcam, de retour de Malbury, entrant sous son propre lévrier usé pour la trouver, blanche, dans la bibliothèque de son frère,
la main sur l'inventaire de tout ce qu'il lui avait promis de ne pas faire. Beatrix Hartley se redressa, releva le menton et plia son dessin déchiré une fois, soigneusement, le long de sa déchirure. Quoi qu'il fût, homme bon ou faible, scélérat à moins d'égards ou à plus, elle allait l'entendre de sa propre bouche, en face, exactement comme elle lui avait tout dit, depuis la première heure dans la prairie. La porte de la bibliothèque s'ouvrit derrière elle, sur son pas rapide et sans méfiance. Ashby a dit que vous aviez. Mademoiselle Hartley. Sa voix changea sur son nom. Béatrix, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Elle se retourna, le bureau dans son dos, la lumière dorée entre eux. Et elle ne sut pas, jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche, lequel d'entre eux était sur le point de se briser. À qui est cette terre? Sa voix sortit basse et égale, et cela l'effraya plus que des cris ne l'auraient fait, car elle ne s'était jamais entendue de sa vie avec un ton si froid. Le duc s'arrêta à 3 pas de la porte. Ses yeux passèrent de son visage blanc à sa main posée à plat sur le bureau, et de sa main à la feuille à l'écriture de scribe en dessous. Et elle vit la compréhension s'installer en lui, comme l'eau entre dans une botte, lentement, puis d'un seul coup. Béatrix. À qui est cette terre? Elle souleva l'horrible page et la tint entre eux. Et sa main était stable maintenant, stable comme elle l'avait été au-dessus de l'orchidée. Stable comme elle le devenait toujours quand la chose devant elle était trop grande pour la faire trembler. La prairie humide, la haute forêt, la source de craie où vous m'avez trouvé. Le cottage de mon grand-père avec son bail rétabli et sans valeur. Lisez-le à voix haute, votre grâce. C'est votre main au bas de la page. Lisez-moi ce qui est écrit en haut. Je sais ce qui est écrit. Sa voix était devenue très calme. Dites-le, l'inventaire des terres de l'Ouest. Il ne détourna pas les yeux d'elle, constituant la dot établie lors du mariage du duc d'Ashcam et de Lady Sibyl Vane. L'horloge dans la maison endormie sonna un autre quart d'heure, fin et lointain, et les barres de lumière dorée reposaient sur le bureau noyé et sur l'herbier craquelé d'Edmund, qui avait maintenu le coin de la page pendant les 15 longs jours où elle lisait les notes en marge et se laissait défaire. « Un homme est venu me voir ce matin à la source, dit-elle, Solms. Il rend de petits services à de grandes familles, me dit-il, pour les Vane actuellement. Il a posé une bourse sur la mousse où l'eau coule depuis avant la conquête, et il m'a raconté ce qu'a été mon été. Que l'expertise que j'ai faite par amour, chaque bosquet, chaque source, chaque parterre d'éléborine que j'ai traversé un comté pour dessiner, et l'évaluation que les avocats voulaient pour fixer le prix de la dot avant de la drainer. Que la prairie sera sous un champ de blé à la prochaine récolte. Que vous avez rétabli le bail de ma famille en sachant qu'il devait expirer d'ici 1 an. Parce qu'une fille avec un bail cartographie les terres d'un duc pour moins cher qu'un géomètre payé, et avec beaucoup plus de gratitude. Sa respiration se coupa une fois, et elle la maîtrisa. Il vous a qualifié d'homme faible, votre grâce. Promis là où vous ne souhaitiez pas être promis, et m'utilisant doucement pour rendre la fin supportable. Et je me suis tenu dans votre source, et je l'ai traité de menteur. Et puis je suis venu à votre maison pour le prouver. Et j'ai trouvé ceci sous le livre de votre frère. Il était devenu blanc lui aussi. Vous le croyez? J'ai trouvé l'inventaire. Ses yeux la piquèrent, et elle ne les laissa pas faire. Vous saviez, chaque matin dans la haute forêt, chaque mot que nous lisions de la main d'Edmund, la tempête, la pièce de distillation. Vous saviez que la prairie était cédée, et ma maison avec. Et vous m'avez laissé m'agenouiller dans l'herbe humide et la mesurer pour la charrue. C'est ce que j'ai trouvé sous l'herbier. Votre grâce. C'est ce que le livre de votre cher frère décédé maintenait. Le mot lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et elle le vit atterrir sur lui comme un coup. « Ne faites pas ça, dit-il. Bah, ne l'appelez pas comme ça. Alors dites-moi que j'ai tort. » Elle jeta la page sur le bureau entre eux. « Dites-le-moi en face, comme je vous ai tout dit en face depuis la première heure. Dites-moi que vous ne saviez pas. » Pendant un long moment, il ne dit rien. Le Rotley gronda quelque part dans le parc humide. Une goutte tomba des avant-toits, passa devant la fenêtre, puis une autre. Puis le duc d'Ashcam traversa la pièce, non pas vers elle, mais vers le bureau. Il posa sa propre main sur l'inventaire à côté de la sienne et le retourna. Au dos, de sa propre écriture noire et droite, rapidement écrite mais pas négligemment, couraient 3 lignes de chiffres et une date. Et en dessous, une seule phrase qu'elle dut se pencher pour lire. Acte de renonciation à Malbury jeudi, à signer devant Hartop et témoins.
Que cela coûte ce que cela coûte. Je ne vous ai pas laissé la mesurer pour la charrue, dit-il. Je vous ai laissé me montrer ce que j'étais sur le point de céder, pour que j'aie le courage de céder tout le reste à la place. Il la regarda. Je vous connais depuis 11 jours, mademoiselle Hartley. Je suis allé à Mulberry ce matin pour défaire toute la machine de ma vie. Demandez-moi pourquoi si vous osez, et je vous le dirai. Et alors vous pourrez décider si je suis un scélérat à plus d'égards ou à moins. Béatrix se tenait là, sa main à côté de la sienne sur le papier, assez près pour sentir sa chaleur, et n'osa pas bouger. « Dites-moi, dit-elle, tout. Comme je vous l'ai dit pour le bail. » Il prit une profonde inspiration et lui raconta. Le mariage a été arrangé quand j'avais 9 ans et Sibylle 13. Il dit, nos mères l'ont arrangé autour d'une table à thé à Bath. Comme elles arrangeaient tout, les terres des deux familles se rejoignaient du côté ouest. Les siennes et les miennes. Et si les enfants se mariaient, les deux moitiés ne feraient qu'une, et l'eau coulerait à travers les deux. C'était le mariage d'Edmund. D'abord, il était l'héritier. Il devait avoir Sibylle et les terres réunies. Et moi, ma commission et ma liberté. Et tout le monde était content. Et personne n'a demandé aux 4 enfants ce qu'ils en pensaient, parce que personne ne le fait jamais. Sa bouche se tordit. Puis j'ai perdu mon frère, et je suis rentré pour son titre et sa maison. Et au fond, comme une pierre dans un puits, son mariage. Les Van avaient avancé de l'argent contre lui des années auparavant. Une somme considérable, dépensée depuis longtemps pour leurs propres affaires, garantie par la promesse. Ma mère avait donné sa parole. Les contrats étaient aux 3/4 rédigés, avant même que je mette le pied en Angleterre. On ne m'a pas demandé de faire le mariage. On m'a demandé de le maintenir. Parce qu'un gentleman tient la parole de sa famille. Et l'alternative était la ruine, une fois brisée, et le nom de ma mère dans tous les salons d'ici à la ville. Alors vous avez fermé les volets, dit lentement Béatrix, et laissé les régisseurs s'en occuper. Alors je me suis caché. Il le dit sans ciller maintenant. Elle lui avait appris cela dans la forêt. Pendant 2 ans, je n'ai pu regarder rien de tout cela assez clairement pour le combattre. Et puis une fille a franchi mon mur pour une fleur et m'a dit que j'étais un lâche. Et j'ai découvert qu'elle avait raison. Et j'ai découvert. Il s'arrêta. Il recommença, comme il recommençait toujours quand la vérité lui coûtait. J'ai découvert que je ne pouvais pas céder le seul coin de cette terre où une femme s'était agenouillée dans l'herbe humide pour le sauver. Je ne pouvais pas mettre la source de craie sous le blé. Je ne pouvais pas jeter votre tante à la rue. Et j'ai découvert, quelque part entre la haute forêt et la pièce de distillation, que je préférais être pauvre, renié et la risée de toutes les tables d'Angleterre, plutôt que de me marier là où je ne ressentais rien et de perdre tout ce que je venais d'apprendre à voir. Il la regarda fixement à travers la lumière dorée. La renonciation confisque l'avance des Van sur mes propres fonds, chaque centime remboursé, ce qui prendra la maison de Londres et la meilleure partie de ce qui n'est pas grevé. Cela me coûte la bienveillance de ma mère et la bonne opinion de gens dont j'ai été élevé à priser la bonne opinion plus que ma propre respiration. Que cela coûte ce que cela coûte. J'ai écrit cela ce matin à Mulberry avant de signer. Je le pensais. Je ne vous l'ai pas dit parce que je n'avais encore rien à dire. Un homme ne dit pas à une femme « Je mets le feu à toute ma vie et je pense que c'est peut-être à cause de vous », avant que la chose ne soit faite et qu'il puisse se tenir devant elle, libre. J'avais l'intention de venir vous voir quand ce serait fait. Je ne pensais pas que vous trouveriez l'inventaire sous le livre d'Edmund, sinon j'aurais brûlé cette maudite chose il y a 15 jours. Béatrix baissa les yeux sur la page, sur l'écriture froide de Scribe d'un côté et sa propre écriture noire de l'autre. Et la date, et que cela coûte ce que cela coûte. Vous êtes allé à Mulberry ce matin, dit-elle. Vous avez dit que c'était pour les affaires du domaine. C'était l'affaire la plus importante que le domaine ait eue en 2 ans. L'ombre du presque sourire toucha sa bouche et disparut. J'ai signé la renonciation. Beatrix, il ne manque que la contre-signature des Van pour qu'elle soit irrévocable. Et ils ne la donneront pas tranquillement, car cela leur coûte les terres réunies et les déshonore. Solmes n'est pas venu à votre source pour vous avertir. Il est venu pour vous effrayer et vous chasser du domaine avant que l'encre ne soit sèche. Pour que le mariage puisse encore être conclu avec un duc complaisant et absent. Vous n'étiez pas le prix de la terre, mademoiselle Hartley. Sa voix s'érailla. Vous étiez la raison pour laquelle j'ai découvert que je ne pouvais pas la vendre. Elle ouvrit la bouche, ne trouva rien de stable à y mettre, et la referma. Et c'est à ce moment-là, elle s'en souviendrait plus tard, avec la même terrible clarté que tout le reste, que la porte de la bibliothèque s'ouvrit sans qu'on frappe.
et Lady Sybil Vane entra, sortant de l'après-midi humide dans une tenue d'équitation de la couleur d'une prune meurtrie. Elle retirait les gants de ses longues mains blanches, avec Soames un pas derrière elle dans son manteau vert bouteille. Son visage doux et intelligent était composé, et ses yeux se dirigeaient déjà vers l'inventaire sur le bureau. « Comme c'est touchant », dit Lady Sybil. « Monsieur Soames m'avait dit que je trouverais une scène. » Et pour une fois, il n'a pas exagéré. Julian, elle laissa tomber les gants sur une table d'appoint. « Ma mère a reçu une lettre d'un avocat de Malbury, un certain Monsieur Hartop. Il écrit pour dire que son client a signé un acte de renonciation et désire notre contre-signature, et que tant qu'il ne la recevra pas, il ne peut, en conscience, procéder. » Son regard froid et magnifique balaya Béatrix, la mousseline abîmée, les mains tachées d'encre, et la classa une fois de plus. « Je suis venu voir si mon cousin était devenu complètement fou, ou seulement temporairement, à cause d'une fille du village et d'une boîte de mauvaises herbes. Je trouve qu'il est difficile de le dire. »« Vous pouvez dire à votre mère, dit le duc, que je suis parfaitement sain d'esprit et parfaitement résolu, et que la renonciation tient. Je rembourserai l'avance jusqu'au dernier centime sur mes propres fonds. Je ne vous épouserai pas, Sibylle. Je vous demande pardon pour les 2 années où j'ai laissé cela en suspens entre nous, sans réponse. C'était de la lâcheté, et vous méritiez mieux de ma part, mais je ne tiendrai pas un marché conclu autour d'une table à thé avant que l'un de nous ne puisse parler. Et je pense, si vous êtes honnête, que vous n'avez jamais souhaité que je le tienne non plus. » Quelque chose vacilla loin dans les yeux de Lady Sybil. Là, et puis disparut, rapide comme un poisson sous la glace. « Ce que je souhaite, dit-elle, n'a jamais été demandé une seule fois par vous ou par qui que ce soit. C'est un peu ça le problème avec nous, Julian. On ne nous demande pas. » Elle se tourna vers Soames sans hâte. « Vous m'aviez dit que la fille prendrait la bourse et partirait. Elle l'a laissée sur la source, madame. » La voix de Soames était lisse comme du feutre, une romantique. Mais les romantiques ne coûtent pas cher au final. Le contrat est rédigé, et une renonciation signée n'est que du papier tant qu'elle n'est pas contresignée. Sa grâce a dépensé beaucoup de sentiments ce matin. Il n'a pas encore dépensé l'argent, qu'il n'a pas, et ne peut pas réunir sans la vente de la maison de Londres, sur laquelle repose le douaire de sa mère, et qu'elle ne... « Ça suffit, dit Béatrix. Elle n'avait pas eu l'intention de parler. Les mots sortirent d'elle comme ils étaient sortis dans la prairie, avant qu'elle ne sache qu'elle avait ouvert la bouche. Et toutes les têtes dans la pièce se tournèrent. « Vous avez posé une bourse sur une source qui coule froide depuis avant que votre famille n'ait un nom à vendre, dit-elle à Soames. Et sa voix monta dans le registre que sa tante désapprouvait le plus, et elle la laissa monter. « Vous m'avez dit que je mesurais ma propre maison pour la charrue. Vous êtes bien libre, monsieur, avec la terre des autres et le cœur des autres. Pour un homme qui rend de petits services et omet son nom de son petit carnet. J'ai dessiné chaque fleur de ce domaine. Je sais ce qu'il y a dans la haute forêt, et pourquoi l'éléborine pousse dans ce creux, et nulle part ailleurs. Et je connais maintenant la différence entre un homme qui est faible et un homme qui avait seulement peur. Et vous, monsieur, n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous êtes simplement à vendre. Retirez votre bourse de ma source et vous-même de cette maison. » Il y eut un silence où l'on aurait pu allumer une bougie. Le visage doux de Soames ne changea pas, mais ses yeux si. Et Béatrix vit qu'elle s'était, sans le vouloir, fait un ennemi pour la vie. Elle découvrit qu'elle s'en moquait. « Julian, dit Lady Sybil d'une voix tout à fait différente. » Elle s'était approchée de la fenêtre. Elle se tenait le dos à moitié tourné, regardant le parc ruisselant et la grande échymose noire du nuage s'éloignant vers l'est au-dessus de la colline. Et pendant un instant que seule Béatrix était en mesure de voir, la perfection froide de son visage se fissura sur les bords. Et ce qu'il y avait en dessous n'était pas du tout de la cruauté. C'était une lassitude qui correspondait à celle du duc. La lassitude d'une personne gardée longtemps dans un costume qu'elle n'avait jamais choisi. Obligée de se tenir où on lui disait, de vouloir ce qu'on lui ordonnait, et de ne jamais être interrogée une seule fois. « Savez-vous, dit Lady Sybil, toujours tournée vers la vitre, que je déteste ces terres réunies depuis que je suis une fille. On m'y promenait chaque été de mon enfance. Ceci est à toi, ceci sera à toi. Tu n'as qu'à être agréable, et c'est à toi. » Comme si une personne était un ruisseau à faire couler à travers 2 propriétés pour la commodité des 2. Elle se tourna. Les bords de son visage s'étaient resserrés, mais pas aussi durement. « Je ne veux pas de votre prairie, cousin. Je n'ai jamais voulu de votre prairie. J'ai voulu une fois qu'on me pose une question, n'importe quelle question,
Il y a très longtemps que personne ne s'en est donné la peine. Sa bouche se courba, pas chaleureusement, mais pas entièrement sans chaleur. La fille du village pose des questions à tout le monde, semble-t-il, qu'il le veuille ou non. Comme c'est épuisant pour vous, comme c'est enviable. Elle prit une profonde inspiration, se dirigea vers le bureau, et prit la plume qui se trouvait dans l'encrier. Et pendant un instant, Béatrix pensa qu'elle allait signer l'inventaire et les achever tous. Au lieu de cela, elle retourna l'écriture de scribe, face contre terre, et tira de la poitrine de sa tenue un second papier plié, plus lourd, plus ancien, scellé une fois et brisé. Elle le posa à plat sur le bureau sous sa main blanche et le poussa de la largeur du bois vers Béatrix. « La copie de mon père du contrat, dit-elle. C'est lui qui lie les veines au mariage. Sans lui, il n'y a pas de marché à faire respecter, et ma mère peut écrire les lettres qu'elle veut. » Elle leva la main. « Lisez la première ligne, si vous doutez de moi. On me dit que vous lisez tout. » Béatrix tendit la main, attira le vieux papier vers elle et le déplia. Le cire se craquela davantage sous son pouce. Il sentait la poussière, les pièces froides et les années. En tête, d'une écriture vieille de 50 ans, couraient les mots « Article d'accord entre la famille Vane et la famille Ashcombe, concernant le mariage de leurs enfants et la réunion de leurs terres de l'Ouest. » Et en dessous, là où les signatures auraient dû se rassembler pour le rendre complet, il y avait un nom barré d'un seul trait dur d'encre noire fraîche, le propre nom de Sibylle. Et à côté de sa ruine, de sa main froide et droite, 3 mots. « Je ne consens pas. » Voilà, dit Lady Sibylle Vane. Maintenant, ce n'est plus que du papier aussi. Elle ramassa ses gants. « Je suis désolé, Julian, pour les 2 années, pour ma mère, et pour cet homme à votre grille, que vous aurez maintenant le plaisir de chasser. Je découvre que je suis même un peu désolé pour la fille du village, ce qui est une sensation nouvelle, et que je ne me propose pas de répéter. » Elle inclina la tête de la fraction exacte, due à une égale, et Béatrix comprit que c'était, de la part de cette femme, une chose extraordinaire. « Mademoiselle Hartley, continuez à poser vos questions impertinentes. Quelqu'un dans ce comté devrait le faire. Soames, sans même le regarder, vous êtes renvoyé. Du service de ma mère et de cette pièce. Marchez jusqu'à Melbury. L'exercice vous fera du bien. » Elle sortit dans un froufrou de prunes meurtries, et la pièce était plus chaude après son départ qu'elle ne l'avait jamais été pendant son séjour. Et Soames resta un instant, son sang-froid se fissurant enfin en quelque chose de petit et de bilieux. Puis il prit son chapeau et la suivit sans un mot. Et la porte d'entrée se referma au loin, dans la maison endormie, avec un son de souffle retenu qui se relâche. Béatrix se tenait là, le vieux contrat dans une main, son nom barré, et regardait le duc d'Ashcombe de l'autre côté du bureau de son frère. Et aucun d'eux, pendant un moment, ne put trouver le début de quoi que ce soit à dire. « Elle vous a libéré », réussit à dire Béatrix enfin, de sa propre main, devant témoin. Elle nous a libérés tous les deux. Il contourna lentement le bureau. Il semble que je n'étais pas le seul à être gardé 2 ans dans un costume. Il s'arrêta à un bras de distance d'elle, assez près pour qu'elle puisse voir le pouls battre à sa gorge, et la fatigue quitter ses yeux gris peu à peu, comme un nuage se retirant d'une colline. La renonciation me coûtera la maison de Londres et la moitié de ce que j'ai. Ma mère ne me parlera pas avant la Saint-Michel. Et toute la ville dira que le duc d'Ashcombe est devenu fou lors d'un été pluvieux à cause d'une nièce de vicaire et d'une boîte d'orchidées. Le presque sourire apparut, et cette fois, il le laissa venir complètement. Ils auront entièrement raison, et je découvre que je m'en moque au plus haut point. Vous serez pauvre, dit Béatrix d'une voix mal assurée. Je serai plus pauvre. J'aurai toujours un domaine mal famé qui fait pousser l'orchidée la plus rare du comté, et une source de craie plus vieille que la conquête. Et j'aurai gardé la forêt de mon frère debout, ce qui est la seule chose que j'ai faite en 2 ans, que je pense qu'Edmund me pardonnerait. Il était très proche maintenant. Et j'aurai, si elle veut de moi, si elle peut supporter un duc parjure et à moitié ruiné, qui ne connaissait pas ses propres terres avant qu'elle ne les lui montre. La femme qui a franchi mon mur et m'a dit la vérité, quand un mensonge lui aurait bien mieux servi. Et qui, je pense, m'a défait un peu plus profondément chaque matin de cet été verdoyant que n'importe quel contrat que ma mère ait jamais rédigé. Béatrix leva les yeux vers lui. La lumière dorée était maintenant pleine sur leurs 2 visages, la tempête partit vers l'est. Et quelque part en bas, dans le parc humide, un merle avait commencé à chanter, liquide et sans hâte. « Vous ne devez pas le dire, dit-elle,
si vous ne le pensez pas au-delà de la fin de l'été. Je ne suis pas un ruisseau, votre grâce, à faire couler dans votre vie pour une saison et à être détourné quand le temps change. Je préférerais la longue marche de retour maintenant que plus tard. Ma tante m'a mise en garde contre vous la première nuit, et elle avait raison en tout sauf sur la fin. Et je ne veux pas de la fin qu'elle craignait. Julian, dit-il. Quoi? Mon nom est Julian. Vous m'appelez votre grâce depuis la prairie, et j'ai voulu chaque fois vous dire d'arrêter. Il leva une main et, très soigneusement, comme un homme manipule une chose qu'il a attendu longtemps d'être autorisé à toucher, il écarta la boucle mouillée qui reposait contre sa joue depuis la pièce de distillation. Je le pense au-delà de la fin de l'été, Béatrix. Je le pense au-delà de la fin de tout ce que j'ai. Je vous ai aimé, je pense, depuis que vous avez dit à une abeille que je valais la pendaison, et que vous ne saviez pas que je pouvais vous entendre. Épousez-moi, soyez pauvre avec moi, dessinez mes arpents indisciplinés pour le reste de nos vies, et nommez chaque fleur 2 fois. Et laissez-moi apprendre le latin de vous, un mot difficile à la fois, dans l'herbier d'Edmund. Je vous pose une question, et je continuerai à la poser jusqu'à ce que vous soyez fatigué qu'on vous la pose. Ce qui, Lady Sibyl m'assure, est le seul moyen sûr d'atteindre votre cœur. Et Beatrix Hartley, qui n'avait jamais de sa vie pu revenir sur une chose qu'elle avait dite, et qui avait dit dans un creux verdoyant 11 jours auparavant que ce n'était pas fini, rit et pleura tout à la fois. Elle posa sa main tachée d'encre contre son cœur, où elle pouvait le sentir battre, rapide et fou comme le sien, et dit « Oui, oui, vous, grand homme fatigué et impossible, oui. » Il l'embrassa alors, dans la bibliothèque de son frère, les volets ouverts pour la première fois depuis 2 étés, et toute la maison voilée, s'éveillant autour d'eux. Et c'était doux, et ce ne fut pas bref, et ça avait le goût de la pluie. Et dehors dans le parc, le merle chanta à la fin de la tempête, et l'éléborine des marais continua de hocher la tête dans son creux vert et froid à 1 kilomètre de là. Et le monde, pour une fois, avait un sens parfait et improbable. Ils se marièrent dans la petite église de Nettlefold, durant la dernière semaine chaude de septembre. La récolte était rentrée, et les haies étaient lourdes de cynorrhodons. Ce ne fut pas un grand mariage. Le vicaire, qui avait un jour mis en garde Béatrix contre les terres du duc, lut lui-même les bans 3 dimanches de suite, d'une voix qui devenait plus fière à chaque fois. Sa tante Prudence se tint à ses côtés, dans une nouvelle robe grise, dont elle prétendait ne pas être ravie. Elle pleura sans prendre la peine de le cacher, et dit à qui voulait l'entendre qu'elle avait su dès le début que l'homme était soit très bon, soit très malin, et qu'il s'était avéré, de manière très incommode, être les deux. Il n'y avait pas de soie-ponte sur les bancs, ni de regard froid et classificateur. Lady Sibyl ne vint pas, mais elle envoya 3 jours avant un petit paquet plat par un transporteur de Mulberry, un simple cadre en argent, et à l'intérieur, une tige pressée d'éléborine des marais. Pas une des siennes, mais cueillie, disait la carte jointe d'une écriture froide et droite, sur les terres réunies que j'ai abandonnées, afin que vous ayez la dernière fleur qu'elles devront jamais aux vannes. Continuez à poser vos questions. C'était ce que la femme avait de plus proche de la chaleur, et Béatrix l'accrocha dans la pièce de distillation où la tempête les avait enfermés. Elle pensa à elle avec bienveillance chaque fois qu'elle passait devant, ce à quoi elle ne s'attendait pas, et qu'elle comptait parmi les dons les plus étranges de cet été. Ils étaient pauvres, comme ils l'avaient promis. La grande maison de Londres fut vendue cet hiver-là, et la moitié de l'argenterie avec. Et le duc d'Ashcam apprit à tenir ses propres comptes sur le bureau noyé, où l'herbier de son frère maintenait toujours son coin de papier. Mais les volets restèrent ouverts. La toile de Hollande fut retirée des tableaux, de sorte que la galerie d'Ashcam ne regardait plus comme des linceuls sans visage, mais comme ce qu'ils étaient. Une longue lignée de gens ordinaires qui avaient détenu un lopin de terre vivante en fiducie, certains bien, d'autres mal, et l'avaient transmis. L'herbe ne poussait plus entre les dalles de la cour d'honneur. Le rosier surchargé et non taillé de l'aile ouest fut laissé fleurir exactement comme il le voulait, car la nouvelle duchesse ne voulait pas qu'on le coupe, et le dit, et elle n'était pas une femme avec qui on argumentait 2 fois. Et les terres de l'ouest étaient en sécurité. La prairie humide ne fut jamais drainée. La haute forêt ne fut jamais abattue. La source de craie jaillit, froide, de la craie cet automne-là, et le suivant, comme elle jaillissait depuis avant qu'il n'y ait des Ashcam, des vannes, ou aucun nom du tout pour se la disputer.
Beatrix termina son expertise l'été suivant. Chaque bosquet, chaque source, chaque harpon indiscipliné et mal famé, dessiné et nommé 2 fois de sa petite écriture précise. Et Julian relia le tout en un grand livre et le garda dans la bibliothèque où vivaient les notes en marge de son frère, afin qu'aucun homme qui viendrait après eux ne détienne plus jamais la terre sans savoir la première chose sur ce qui y poussait. Le premier matin vraiment chaud de ce 2e juillet, Béatrix se réveilla à l'odeur de trèfle chaud, entrant par la fenêtre ouverte. Elle découvrit que son mari était déjà parti de son côté et sut exactement où chercher. Elle le trouva au bas de la prairie ouest, dans le creux verdoyant sous l'aulne penchée. Il se tenait au bord de la source de craie, dans son simple manteau d'extérieur, le cheval gris broutant derrière lui. Elle s'arrêta en haut de la pente un moment, comme elle s'était arrêtée ce premier matin interdit, et le regarda. Un duc, à genoux maintenant dans l'herbe humide, penché sur le parterre d'orchidées penchées, hochant la tête, impossible. L'herbier craquelé d'Edmund ouvert sur la mousse à côté de lui. Il prononçait un mot de latin à voix basse, se trompant et réessayant. « Epipactus », disait-il alors qu'elle descendait à travers le cliquetis sec des sauterelles. « Epipactis, palustris, Helléborine des marais. Voilà, je l'ai eu juste 2 fois cette semaine. Vous vous êtes trompé 2 fois cette semaine aussi. » Elle s'agenouilla à côté de lui, dans le froid qui traversa aussitôt les genoux de sa robe, et s'en moqua, et ne s'en soucierait jamais. « Mais vous vous améliorez, votre grâce, pour un amateur plein d'espoir. On m'a informé de sources sûres, dit-il, que les amateurs pleins d'espoir ne sont pas un crime passible de pendaison. » Il leva les yeux vers elle, et les yeux gris n'étaient plus fatigués du tout. Et le presque sourire était depuis longtemps devenu une chose entière et facile. Bien qu'une femme de grande autorité m'ait un jour averti que cette fleur particulière valait la pendaison. J'essaye depuis 2 ans de découvrir si elle le pensait. Beatrix prit le crayon de derrière son oreille, ouvrit sa propre boîte sur la mousse à côté du livre de son frère, et posa la pointe sur une feuille blanche avec une main devenue parfaitement stable. Comme elle le devenait toujours dès qu'il y avait quelque chose devant elle qui valait la peine d'être dessiné. Elle le pensait, dit-elle. Elle n'est jamais revenue sur une chose qu'elle avait dite. C'est considéré comme un défaut chez elle. Et l'Helléborine des marais hocha la tête dans le souffle vert et froid de la source qui coulait depuis avant la conquête. Et les abeilles butinaient le trèfle au-dessus d'eux. Et 2 personnes s'agenouillèrent ensemble dans l'herbe humide d'une prairie que personne ne labourerait jamais. Ils la dessinèrent, la nommèrent 2 fois, et restèrent. Si cette histoire vous a réchauffé le cœur ce soir, dites-moi dans les commentaires quelle a été votre réplique préférée. Celle de Béatrix ou celle du duc. Quand il a enfin appris à faire une blague. Je lis tous vos commentaires. Installez-vous confortablement, abonnez-vous, et je garderai le feu allumé pour la prochaine histoire. D'ici là, bonne nuit et faites de beaux rêves.